contrairement à ce que disent les tenants des approches classiques, tu ne peux pas surveiller toutes les interactions sociales des enfants. C'est impossible. Donc, il se refera agresser. Et donc, il se dira, ces adultes qui ont dit qu'ils allaient me protéger et me garantir une école sans agression, ces adultes ont failli et je n'ai plus confiance en eux. Et vraiment, je pense, perdre la confiance dans les adultes, c'est une des pires choses qui peut arriver à un enfant. On ne peut pas protéger nos enfants de toute agressivité. Et si on leur fait croire qu'on leur protégera de toute agressivité, on va échouer et donc ils vont perdre notre confiance et c'est vraiment pas un cadeau à leur faire. Oui. Donc ces méthodes sont hyper bien intentionnelles, sont morales, mais elles sont vouées à l'échec. Quelqu'un qui a un complexe, c'est quelqu'un qui aimerait que les autres ne pensent pas telle ou telle chose, ne disent pas telle ou telle chose, ne voient pas telle ou telle chose. C'est pareil pour un enfant harcelé. C'est un enfant qui aimerait que les autres arrêtent de parler, que les autres arrêtent de penser. Or, personne n'a de télécommande vers le cerveau des autres. Salut et bienvenue sur le podcast Génération 120 ans. Je suis Liron Samoun et j'ai un objectif très ambitieux. Vivre jusqu'à 120 ans en bonne santé et heureux. Qu'on se le dise, c'est challengeant. Surtout dans le monde actuel où il devient de plus en plus difficile de prendre soin de soi. C'est pour cela que je vous propose qu'on parte à la rencontre, ensemble, de personnes intéressantes qui ont des choses à nous apprendre pour vivre au maximum de son potentiel en bonne santé et ce sur différents plans. Au niveau de son mental, de son corps, de son environnement et de ses relations sociales. Génération 120 ans est une émission destinée aux personnes ouvertes d'esprit, curieuses et désireuses de vivre leur vie au plus haut niveau de leur potentiel. J'adore découvrir de nouvelles choses qui pourraient améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que j'ai envie de partager avec vous. Alors c'est parti et bienvenue dans l'émission Génération 120 ans. On est reparti. Bon alors je suis avec Philippe Haïm. Bonjour. Philippe. Je suis vraiment très content d'être avec toi aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet très actuel et qui me touche particulièrement, donc le harcèlement scolaire. Pourquoi le harcèlement scolaire ? Pourquoi j'ai envie de discuter tout ça avec toi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est quelque chose que j'ai vécu durant mon enfance et mon adolescence. Et je sais que c'était pas quelque chose de forcément agréable à vivre. Et je sais que si j'avais eu des outils qui m'ont permis, qui auraient pu m'aider à gérer ça, ça m'aurait grandement aidé. Donc ça, c'était quelque chose déjà du fait que ça me touche particulièrement. Ensuite, je pense que c'est un sujet qui est d'actualité. On pourra en reparler justement tout à l'heure pour voir si c'est le cas ou si c'est juste un biais. Parce que quand on parle de harcèlement scolaire, on sait que ça peut créer des séquelles psychologiques assez importantes pour l'enfant et l'adolescent et pour sa vie d'adulte. Et en fait, de manière générale, au-delà du harcèlement scolaire, l'idée finalement de quoi on va discuter par la suite, c'est comment on désamorce l'agressivité dans les relations. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens soient moins agressifs avec nous ? Et comment on peut augmenter sa confiance en soi en étant plus victime finalement dans les agressions verbales, parce que apprendre à gérer les conflits, les désamorcer, c'est une compétence qui pour moi est très importante et ça nous permet psychologiquement de nous sentir beaucoup plus sereins, beaucoup plus confiants et beaucoup plus résilients. Voilà, donc c'est un... Bien résumé. Bien résumé, donc voilà, voilà le petit programme qui vous attend et qui nous attend. Philippe, dans un premier temps, j'aimerais bien que tu te présentes, tu dises à peu près ce que tu fais, parce que je sais que tu es assez polyvalent et tu as plusieurs casquettes à ton actif. Ok, alors je m'appelle Philippe Haïm, je suis médecin, je suis psychiatre et psychothérapeute. Et j'exerce à Paris, en ville, et puis je suis formateur en hypnose et en thérapie brève et en communication thérapeutique en général. Je m'occupe d'un institut de formation qui s'appelle l'Institut Uthyl, UTHYL, et qui fait des formations à Nancy, à Paris et dans pas mal d'autres endroits. J'ai commencé le début de ma carrière à Nancy, c'est pour ça qu'il y a encore pas mal de choses que je fais dans cette région où je passe beaucoup de temps, je fais beaucoup d'allers-retours. Voilà, donc formateur en hypnose et thérapie brève. Et j'ai écrit quelques bouquins sur l'hypnose, sur la thérapie brève, sur le harcèlement scolaire, sur les troubles du sommeil. Et puis je m'occupe aussi d'une chaîne YouTube qui s'appelle Comsy, CO2MPSY, et c'est une chaîne sur laquelle j'essaie de parler en vidéo justement de tous ces sujets qui m'intéressent et qui me tiennent à cœur, que ce soit le harcèlement, que ce soit la psychologie, la thérapie, l'hypnose aussi. Ouais.
Voilà, donc j'essaye de communiquer sur ces sujets qui pour moi sont passionnants et qui, je pense, peuvent amener des choses, quoi. Ouais, voilà. Ouais, tout à fait, ouais. Donc pas mal de choses intéressantes. Donc aujourd'hui, on va se cantonner, on va dire, au harcèlement scolaire et à la gestion de l'agressivité par rapport à l'autre. Dans un premier temps, qu'est-ce qui t'a amené à parler d'harcèlement scolaire? Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as vécu personnellement ou qu'est-ce qui t'a fait C'est marrant, c'est une question qu'on me pose de temps en temps. Ouais. Si vous vous intéressez au harcèlement scolaire, est-ce que c'est parce que vous l'avez vécu? Non. Moi, j'ai pas été harcelé. J'ai été embêté. Comme tout le monde, sur différents petits sujets, j'ai une petite malformation physique à la main, sur mes origines, sur des petites choses comme sur ma classe sociale aussi, voilà, selon les classes sociales des élèves, des fois il y a une petite concurrence au niveau des vêtements, des choses comme ça. Donc j'ai été un peu embêté comme tout le monde, mais je peux pas dire que j'ai été harcelé. Je pense que déjà à l'époque j'aimais beaucoup la communication, les échanges, le verbe, et en fait je pense que j'avais du répondant. J'avais cette capacité de pouvoir doser un peu la contre-attaque. Et du coup, voilà, j'ai été embêté, mais pas véritablement harcelé. Donc c'est pas du tout ça qui m'a amené à m'y pencher. Surtout qu'à l'époque, on parlait pas de harcèlement scolaire. Le mot harcèlement scolaire n'existait pas quand moi j'étais élève. Au siècle dernier. Voilà. Siècle dernier. Exactement. Et non, ce qui m'y a amené, comme toujours, comme tous les sujets dont je parle dans mes vidéos, comme tous les sujets dont je parle dans mes bouquins ou dans mes formations, c'est toujours les patients. C'est toujours les gens que je rencontre et qui me parlent de leurs difficultés, de leurs souffrances. Et à partir des outils que je connais de thérapie brève, et à partir des discussions que j'ai avec eux, parce que j'apprends beaucoup dans l'échange avec mes patients, et c'est souvent à partir de ça que les idées viennent. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on m'en parlait de plus en plus. On m'en parlait de plus en plus en consultation, on m'en parlait de plus en plus en formation aussi. Je forme des professionnels du soin, des professionnels de la relation d'aide, et ils me disaient mais on reçoit de plus en plus d'enfants harcelés, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on peut proposer? Et petit à petit, le sujet a augmenté. Et donc, on y reviendra sûrement, mais ce qui fait que je m'y suis intéressé sous cet angle, c'est en découvrant les approches qui existaient, ce qui m'allait pas, et ce que j'avais envie de faire à la place. Voilà. Ouais, ok. C'est intéressant. Là, ce que tu viens de dire, donc harcèlement et il y a quand même une certaine définition parce que c'est pas la même chose qu'être embêté. Tu parlais t'étais souvent embêté. Alors, il y a une définition. Le problème, si tu veux, c'est déjà par rapport à ce que je disais un peu en rigolant le siècle dernier, mais c'est un petit peu vrai parce que le mot harcèlement scolaire, il est apparu apparemment, d'après ce que j'ai pu trouver, en 1998. Donc, tu vois, on est quasiment au début du 21e siècle. Okay. Ça veut pas dire qu'avant ça, le phénomène n'existait pas. Être embêté à l'école, être embêté de façon répétitive, voire pour certains être embêté tout le temps et le vivre mal, c'est quelque chose qui est universel, qui a toujours existé. Mais on n'appelait pas ça comme ça. On décrivait un peu plus le phénomène. Si t'étais insulté, on allait dire insulté. Si t'étais moqué, on allait dire moqué. Si t'étais frappé, on allait dire frappé, etc. Et le fait d'avoir un mot regroupant comme ça globalement, en France, ça date de la fin des années 90, début des années 2000, et depuis 10 ans, une véritable explosion du mot. Il y a dans une conférence, une fois j'avais montré, il y a un outil dans Google qui permet de voir l'occurrence des mots dans les livres. Ah oui. Et tu peux voir que dans une de mes vidéos, j'ai repris le graphique où on n'en parle quasiment pas. Et à partir de la fin du XXe siècle, début du XXIe et de surtout les 10 dernières années, tu vois la courbe qui monte. Donc on n'en a jamais autant parlé parce qu'on a mis un mot. On a mis un mot là-dessus, et donc ça compte. Donc ça existait, le phénomène existait, mais on a mis un mot global. Alors ça ne va pas s'en poser de problème, évidemment, moi ça m'en pose beaucoup, mais voilà, c'est aussi pour ça qu'on n'en parlait pas. D'accord, donc en fait on a mis un mot, si je comprends bien, le harcèlement qui regroupe le fait, par exemple, d'être frappé, le fait d'être insulté, le fait d'être embêté. Frappé, embêté, moqué, exclu, victime de rumeurs, etc., etc. On a regroupé ça sous le mot harcèlement en français. En français, c'est pas les mêmes mots qui sont utilisés dans d'autres langues, et c'est aussi intéressant parce que ça a posé des problèmes de traduction. En anglais, le mot qui était utilisé et qui est devenu très populaire, pour le coup, aux États-Unis dans les années 90, et encore plus aussi à partir de la fin des années 90, c'est school bullying. To bully someone, c'est littéralement bully, ça veut dire un tyran. Donc c'est tyranniser quelqu'un, même si c'est un mot qui a un peu changé de sens, mais voilà. Mais bullying était quasiment intraduisible, et en français de France, on va dire, on a choisi
hélas, je pense, le mot harcèlement scolaire. On voit bien que ça n'a pas été pareil partout. Par exemple, dans le français québécois, on parle d'intimidation, ce qui déjà me paraît beaucoup plus juste. Harcèlement scolaire, c'est un problème. Harcèlement, c'est un mot juridique. Et c'est un mot fort aussi, j'ai l'impression. C'est un mot fort, c'est un mot juridique puisque le délit d'harcèlement existait déjà. Et c'est un mot qui est... ce qui m'embête, c'est qu'il est utilisé, finalement, quel que soit le degré de gravité de ce qu'on fait. C'est-à-dire que finalement, des enfants qui s'insultent, qui vont se traiter de face de calculette parce qu'ils ont de l'acné, ça va être le même mot que si je parle de harcèlement sexuel, par exemple, au travail, avec un patron qui abuse de son employé. Et on emploie pour les deux le mot harcèlement. Alors oui, c'est pas les mêmes condamnations, etc., mais quand même, le harcèlement est utilisé de façon très global pour parler des gens qui vont te harceler parce qu'ils auront découvert ton adresse personnelle, venir chez toi, te menacer, etc. Ouais. Ils te harcèlent. Mais quelqu'un qui va t'insulter dans la cour ou qui va te moquer, on va utiliser le même mot. Ouais. Donc ça, déjà, c'est un problème. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de cas, finalement. C'est que finalement, alors, on englobe tout et finalement... Il y a du bon et du mauvais. C'est-à-dire que à la fois, ce qui est une très bonne chose dans le fait qu'il y ait le plus de cas, vraiment, je m'en félicite, c'est qu'on commence à entendre la parole des victimes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, voilà ce qui m'arrive, c'est douloureux pour moi. Et quand on met un nom sur quelque chose, en général, on entend un peu mieux. Oui. On dit, ça s'appelle comme ça. Voilà, ça s'appelle comme ça, c'est interdit. Et on a plein d'exemples, même des bien plus dramatiques que ça. Je dirais par exemple que la notion de viol conjugal, par exemple, c'est une notion qui n'existait pas. Les gens pensaient que quand on est marié, on a tous les droits sexuellement et qu'il peut pas y avoir de viol dans le mariage. Quand on a défini cette notion, on s'est dit, non, même si on est marié, on n'a pas à forcer son conjoint, sa conjointe. Donc, et à partir du moment où on a mis ce mot-là, on a commencé à entendre la parole des victimes. Donc, mettre un mot sur une souffrance, désolé si l'exemple est un peu lourd, j'aurais pu en prendre d'autres, mais on met un mot sur la parole des victimes et il y a des gens qui peuvent dire « voilà ce que je vis, ça s'appelle harcèlement ». Maintenant, évidemment, oui, tu as raison, il y a un effet de loupe, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que si tu en parles, tu le vois plus. Si tu le recherches, tu le trouves. Oui, forcément. Et donc, évidemment, tu vas mettre sous le même mot des choses comme des insultes, des moqueries, mais aussi d'autres types de violences, des vols, etc., tout regroupé sur le mot harcèlement, ce qui parfois peut poser problème parce que tout n'appelle pas la même réponse. Ok, c'est clair. On y inclut également la violence, la violence physique aussi dans le harcèlement. Pour moi, je pense qu'on ne devrait pas. C'est pas très logique. Je pense que c'est des délits autres qui existent. Coups et blessures, ça existe. La violence sexuelle dans les écoles, ça existe aussi, mais ça porte un nom. Agression sexuelle, viol, etc. Ça porte un nom. C'est autre chose. C'est un autre délit. Et ça devrait appeler des réponses différentes. Pour moi, le harcèlement scolaire, ce sont des attaques qui sont... alors dans mon livre, je dis qu'elles sont petites, répétitives et blessantes. Ah oui, ok. Donc petites parce que... Alors petite, c'est pas pour les dénigrer, je dénigre pas la souffrance, je parle de l'attaque elle-même. On parle généralement, dans la plupart des cas, d'attaques verbales. Des insultes, des moqueries, des exclusions, des rumeurs, des humiliations. Donc en général, c'est ce que j'appelle moi des atteintes subjectives, c'est-à-dire l'atteinte, le dégât qui a été causé à la personne, il est dans le sujet, il est dans sa tête, dans ses émotions, dans son cœur, dans son vécu, mais pas dans son corps comme une blessure avec une arme qui fait une fracture, un viol, qui sont des choses objectives qu'on peut voir. Là, c'est subjectif, c'est le sujet qui est atteint et qui souffre. Donc, je pense que le harcèlement scolaire, ça parle de ces atteintes, pour la plupart verbales. Oui, répétitive, en fait, c'est vraiment petit à petit. Répétitive, c'est la clé. Si tu es attaqué une fois, ça s'appelle pas du harcèlement, ça s'appelle une agression. Tu es dans la rue, t'es en voiture, il y a un accident, on sort, on se crie dessus, c'est des choses qui peuvent arriver, on perd ses nerfs, c'est une agression. On est dans un magasin, on n'est pas d'accord avec le vendeur, là, on s'agresse. L'un ou l'autre agresse. Agresser, c'est ponctuel. Mais ce qui fait le harcèlement, c'est tous les jours. C'est pas un inconnu dans la rue, il vient, il te tabasse, il te prend ton sac. On s'en fout. On s'en fout pas quand on prend ton sac, non, mais ce que je veux dire, c'est pas du harcèlement. C'est une agression. Et même si elle est physique ou verbale, c'est une agression. Le harcèlement, c'est tous les jours, je me moque de ton nom. Tous les jours, je fais une remarque sur ton physique. Tous les jours. Et ça finit par être envahissant pour la personne. Je crois que là, pour le coup, même les gens qui seraient pas d'accord avec moi sur la méthode, là, je crois que tous les experts sur le harcèlement sont d'accord pour dire que c'est quelque chose qui se répète, et c'est ça qui fait la souffrance. C'est ça qui fait que c'est blessant. Ouais, c'est ça, c'est que c'est long et on finit par même douter et par se dire que finalement cette personne... il a peut-être raison. C'est où on finit par se dire qu'on ne peut pas s'en sortir, qu'on s'en sortira jamais. On ressent un sentiment de honte, d'humiliation. On n'ose pas en parler parce qu'on a honte de ce qui nous arrive. On a honte aussi parfois d'être atteint à ce point.
que l'autre ait autant de pouvoir sur nous. Et c'est une espèce de relation d'emprise, en fait, quelque part, qui s'installe. On est pris dans cette relation, on n'arrive pas à s'en sortir, et par des petites choses, souvent verbales, plus rarement physiques, mais dans le harcèlement, même quand elles sont physiques, c'est des petites attaques, des petites pichenettes, des petites bousculades, des petits machins, et des petits croche-pieds, et qui finissent par peser sur l'enfant, ou l'ado, ou l'adulte, de façon terrible. Ouais, et puis en plus, comme on est dans une phase de construction, en plus, c'est d'autant plus difficile à... On n'est pas forcément très assuré, on n'a pas forcément de répondants, peut-être qu'on vient d'une famille dans laquelle ça a été compliqué, peut-être qu'on n'a pas trop confiance en nous, peut-être qu'on nous a dit des choses qui nous font prendre les insultes d'une certaine manière. Donc oui, c'est terrible, et autant je propose une méthode que j'espère simple et accessible, et en tout cas, j'ai des retours hyper chouettes par rapport aux formations et aux patients qui sont aidés. Mais autant, je ne minimise pour autant pas la souffrance. C'est une souffrance terrible. Et moi, quand un enfant vient me voir, me parle et qui souffre comme ça, je suis comme tout le monde. Je suis bouleversé par la souffrance de cet enfant. Je suis content en même temps parce que j'ai quelque chose à lui proposer. Oui, bien sûr. Mais à la fois, c'est terrible. C'est vraiment des souffrances très fortes. Et pour les parents, c'est terrible de voir leur enfant comme ça. Oui, parce que se sentent aussi impuissants et savent pas forcément quoi faire. Et quand ils essayent de faire ce qu'on leur a dit de faire, et ils s'aperçoivent que ça marche pas, et ils sont encore plus frustrés, ils sont en colère, ils sont tristes, et je les comprends. Moi, j'entends la souffrance des enfants et j'entends la souffrance des parents en tant que thérapeute, mais je dirais même en tant que parent. Moi, j'ai des enfants, et quand on a des enfants, on se dit si quelqu'un les touche, ou même si quelqu'un les touche, mais s'ils souffrent de n'importe quoi, on souffre. S'ils ont mal quelque part, on a mal. Et donc, s'ils sont blessés dans leurs sentiments, dans leurs émotions, on est mal pour eux. Et on n'a qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Oui. Voilà. Donc, moi, j'entends cette souffrance vraiment terrible. Et du coup, je me suis dit, effectivement, alors, qu'est-ce qu'on peut y faire? Ouais. Bah, justement, t'as parlé de la méthode. Avant de parler de la méthode que tu as mise en place, c'est quoi les méthodes existantes déjà actuellement pour gérer? Les méthodes existantes, si tu veux, en gros. C'est en parler, j'imagine déjà. Ouais, alors, le harcèlement, en général, on a l'habitude de se dire, il y a un harceleur, un harcelé dans une école. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit on change le harceleur, soit on change le harcelé, soit on change l'école. Les méthodes, la plupart qui existent, c'est des méthodes qui veulent changer l'école. Changer l'école, c'est-à-dire faire en sorte que l'école devienne une société où il n'y a plus d'agression. Donc comment on va faire? On va surveiller les interactions entre les gens, on va demander aux gens qui se font agresser de dénoncer aux adultes pour que les adultes protègent les victimes, punissent les coupables, et on va faire en sorte qu'il y ait plus de sécurité, de sérénité à l'école, et faire en sorte que les enfants soient dans une école où on n'est pas agressé, où on est protégé en permanence. Ça, c'est les méthodes majoritaires qui existent et qui fonctionnent très mal. Mais dont on n'arrive pas à se défaire facilement parce qu'elles ont l'air très logiques. Elles ont l'air très morales. Enfin, franchement, qui peut s'opposer à l'idée de protéger une victime et de sanctionner un agresseur? Ça paraît tellement logique. Mais ce que je dis, moi, c'est que par rapport à ces méthodes-là, si c'est une agression physique dont je peux pas me défendre, évidemment, c'est ce que je veux. Si je me fais agresser par quelqu'un dans la rue, j'espère qu'il peut y avoir la police qui peut me protéger et sanctionner l'agresseur. Mais parce que je peux pas me défendre. Et pour le coup, c'est vrai, moi je sais pas me battre, je suis pas costaud. Si quelqu'un est plus fort que moi, j'ai aucune chance. Quand on parle de verbal, que se passe-t-il? Que se passe-t-il quand on parle de verbal et qu'on dit « je vais protéger la victime, sanctionner l'agresseur » Qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a, avec les meilleures intentions du monde, on a dit quelque part à la victime « t'as raison, tu es impuissant dans cette situation, il faut que je le fasse à ta place ». Donc effectivement, dans une agression physique, oui, c'est vrai, je suis impuissant, il faut que quelqu'un le fasse à ma place. Dans une agression verbale, je lui ai confirmé qu'il était impuissant et affaibli, et j'ai confirmé à l'agresseur qu'il avait bien choisi sa cible, il a choisi la personne qui ne sait pas faire face. En plus de ça, ce qui va se passer après, c'est que je vais sanctionner l'agresseur. Quand je vais le sanctionner, il va trouver ça injuste. En général, l'agresseur va dire « mais c'est pas moi, j'ai rien fait, c'est lui qui a commencé ». Donc il va se sentir victime à son tour. Il va encore plus détester sa victime. Et donc, il y a un risque de représailles. Si c'est pas dans l'école, ce sera à l'extérieur ou sur les réseaux. Et puis, il va détester les adultes de l'avoir puni. Et il y a encore moins de chances qu'avant qu'ils veuillent bien suivre leur autorité. Donc, des fois, ça marche sur des agresseurs qui ont un peu peur de la sanction et de l'adulte et qui veulent pas se faire prendre. Mais la plupart des cas, ça aggrave le problème. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'en dénonçant,
je me mets dans la posture justement de victime impuissante, en fait, en gros. Et donc, quand je suis parent ou prof ou voilà, je dis à l'enfant, je vais te protéger. Mais le sous-entendu dont personne ne se rend compte, c'est je vais te protéger parce que tu n'es pas capable de le faire. C'est pas l'impuissance apprise, ça ? Alors, ça peut contribuer à l'impuissance apprise. L'impuissance apprise, c'est pas tout à fait ça. L'impuissance apprise, ce serait effectivement de mettre quelqu'un en échec pour lui prouver qu'il est impuissant. Quoi que tu fasses, t'es impuissant. D'accord. Si tu dis oui, je te frappe. Si tu dis non, je te frappe. Ça, c'est l'impuissance apprise qu'on voit chez les enfants maltraités. Mais si quelqu'un est déjà dans un sentiment d'impuissance apprise, on lui renforce cette impuissance apprise. C'est une manière plus subtile, mais plus vicieuse aussi parce qu'elle est bien intentionnée. Tu vois, l'impuissance apprise en frappant quelqu'un, par exemple, ça peut être une forme de torture. Tu peux torturer quelqu'un en lui disant donne-moi la réponse. S'il dit oui, tu le frappes. S'il dit non, tu le frappes. Donc il sait plus quoi dire. Il a de l'impuissance apprise. La seule chose qu'il a appris, c'est que celui qui le torture est plus fort que lui. Ça, c'est l'impuissance apprise telle qu'on l'a décrit classiquement. Mais ça, c'est une forme d'impuissance apprise particulièrement vicieuse parce qu'elle est bien intentionnée. Et en étant bien intentionnée, on dit à l'enfant tu ne sais pas faire. Tu ne seras en sécurité que quand il y aura des adultes autour de toi. Donc, dès qu'il n'y a pas d'adultes, j'ai la trouille. Et en plus de ça, si les adultes n'y arrivent pas, parce que concrètement, ils n'y arrivent pas, tu vas pas mettre quelqu'un en prison à vie pour des insultes. Donc, le gamin, il va revenir à l'école. Et même si c'est hors de l'école, tu vas pas couper Internet pour la terre entière. Tu vas pas pouvoir, contrairement à ce que disent les tenants des approches classiques, tu ne peux pas surveiller toutes les interactions sociales des enfants. Ah, c'est impossible. C'est impossible. Donc, il se refera agresser. Et donc, il se dira, ces adultes qui ont dit qu'ils allaient me protéger et me garantir une école sans agression, ces adultes ont failli et je n'ai plus confiance en eux. Et vraiment, je pense, en tant que psy, mais même en tant qu'humain et en tant que tout ce qu'on veut, toute la philosophie, le développement nous le dit, perdre la confiance dans les adultes, c'est une des pires choses qui peut arriver à un enfant. Et le problème, c'est ça, c'est que je le dis même aux parents, je suis désolé de le dire sous cette forme, heureusement j'ai autre chose à proposer, mais on ne peut pas protéger nos enfants de toute agressivité. Et si on leur fait croire qu'on leur protégera de toute agressivité, on va échouer et donc ils vont perdre notre confiance et c'est vraiment pas un cadeau à leur faire. Donc ces méthodes sont hyper bien intentionnées, elles sont morales, mais elles sont vouées à l'échec. Et puis après, on tombe dans un cercle vicieux, l'enfant n'a plus envie d'en parler, il se renferme. Terrible. Les autres méthodes qui existent pour aller rapidement, il y a les méthodes qui consistent à essayer de changer l'agresseur. Alors, en général, changer l'agresseur, ça marche pas bien parce qu'il veut pas changer. Mais il y a une méthode intéressante pour intervenir dans les écoles qui s'appelle la méthode PICAS, qui est défendue en France par deux personnes qui écrivent très bien là-dessus. Il y a des livres sur la méthode qu'on appelle la préoccupation partagée. Si les gens sont intéressés, ils peuvent chercher ce terme. Il y a des bons livres là-dessus. Préoccupation partagée. Ouais, par Jean-Pierre Bellon, Marie Cartier. Enfin, il y a des gens qui écrivent là-dessus. C'est intéressant. C'est une méthode où, quand il y a du harcèlement en groupe, on cherche à casser la solidarité du groupe en rencontrant les harceleurs un par un, sans en parler forcément à la victime, et au harceleur, seul à seul, sans jugement, de l'amener à être préoccupé par ce qui se passe, de lui dire « mais je suis préoccupé par la situation de machin, il a pas l'air bien en ce moment, qu'est-ce que t'en penses ?» Et dans le groupe, en les rencontrant un par un, sans la pression du groupe, il y en a quelques-uns qui vont se désolidariser, qui vont dire « ouais, c'est vrai, peut-être on n'a pas été sympa avec » ou « oui, c'est vrai, il a pas l'air bien en ce moment. » Et donc, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour l'aider ? Peut-être qu'on pourrait dire aux autres d'arrêter de s'acharner sur lui. Et en général, quand un groupe se désolidarise, très vite, le harcèlement va finir par s'arrêter. Donc, c'est une méthode intéressante, qui a des défauts aussi, bien sûr, comme toutes les méthodes. Déjà, ça s'intéresse surtout au harcèlement de groupe, mais il y a du harcèlement individuel aussi. Par ailleurs, c'est une façon d'aider la victime presque sans lui dire. On l'aide en dehors de sa présence. Et puis surtout, c'est pas préventif. Finalement, la victime n'a rien appris. La victime n'a pas appris à faire face si ça se reproduit. Voilà. Donc c'est une méthode intéressante, qui est efficace, mais moi qui pouvais pas me convenir, puisque c'est une méthode pour intervenir dans les écoles. Moi, je suis dans mon cabinet, les parents sont chez eux avec leurs enfants, les profs sont seuls à seul avec un enfant. Voilà. Mais qui est pas inintéressante. Et puis, la troisième idée, c'est de changer la victime. Mais quand on parle de changer la victime, la première idée qui nous vient à l'esprit, c'est de le rendre agressif à son tour. C'est-à-dire, on va lui apprendre à contre-attaquer. Tiens une batte. Pas violemment, pas physiquement, mais au moins verbalement. Il te dit un truc, tu peux lui envoyer une flèche, tu peux lui envoyer une contre-attaque, un boomerang, pour remonter, si tu veux, et lui le redescendre un peu, pour lui montrer qu'il n'a pas tout pouvoir sur toi. C'est intéressant comme idée. Sans le savoir, c'est un peu, comme je te disais, ce dont moi je me suis servi, parce que j'arrivais à doser ma contre-attaque sans pour autant que ça crée de l'agression en retour, mais en montrant aux autres que je pouvais les tenir en respect par les mots.
Ça marche pas à tous les coups. Mais cette méthode présente aussi quelques difficultés. Déjà, c'est que souvent, les gens qui se font agresser, ils sont affaiblis, ils sont timides, peut-être des fois renfermés. Et là, on va leur dire, il faut que tu contre-attaques. Oui. C'est un travail énorme de les amener à être sûrs d'eux, à balancer leur contre-attaque. Et puis, en plus, si ça marche pas, si tu balances une contre-attaque dans la cour de récré à ton agresseur et que tu la balances en bafouillant, ou que tu la balances et puis que lui, ça l'atteint pas, ou qu'il rigole, bah ça y est, t'es désarmé et ça recommence. Et puis même si ça marche, si ça marche quelque part, c'est toi qui deviens le dominant et donc t'es dans une position enviable. Et puis, même si c'est pas le cas, et même si ça marche, ça m'embête parce que quelque part, en faisant ça, on a accepté les règles du jeu imposées par l'agresseur. L'agresseur, il arrive, il nous dit ici, c'est la loi du plus fort. Et qu'est-ce qu'on va t'apprendre ? Deviens plus fort. Donc, tu as accepté la loi du plus fort et donc, quelque part, il a fixé les règles du jeu. Donc, si tu veux, mon équation pour trouver une méthode, c'était comment je peux faire pour aider les victimes, parce que c'est ce qui m'intéresse, d'aider la victime à ne plus l'être, sans avoir recours à d'autres pour mener ses batailles à sa place, et sans non plus en faire un agresseur, parce que les enfants n'en voulaient pas. Ils me disaient, mais tu vas m'apprendre à être méchant aussi, c'est ça ? Je dis, non, de toute façon, tu as essayé généralement, et puis ça marche pas. Donc, comment, sans le rendre agresseur, sans faire appel à d'autres derrière qui se réfugier, ce qui produit l'effet contraire, comment l'aider ? Comment l'aider à se sortir de ça ? C'est une bonne idée, c'est une bonne question. L'équation était compliquée, mais des fois les problèmes sont compliqués et les solutions simples. Ok. Et comment t'es arrivé du coup à cette solution ? Il y a plusieurs choses qui m'y ont amené. Il y a des connaissances que j'avais déjà sur la communication. Il y a de l'expérience que j'avais déjà, puisque en fait, désamorcer l'agressivité, c'est un sujet qui m'intéressait depuis longtemps. En fait, déjà parce que j'aime pas la violence du tout, et que je pense que en désamorçant verbalement de l'agressivité, on évite la violence. Tous les cas, quasiment, de violence physique que je connaisse ont été précédés par de la violence verbale. C'est rarissime, c'est des situations bien particulières, c'est rarissime qu'il y ait de la violence physique d'emblée. Dans les conflits, quand ça devient physique, il y a toujours eu du verbal avant. Donc j'ai toujours eu cette idée, si tu veux, qu'on peut désamorcer l'agressivité, et je m'étais déjà formé à pas mal de choses. En plus de ça, j'ai travaillé, moi, dans des milieux difficiles, dans des milieux où il y a des gens qui ont des problèmes avec leurs impulsions, avec leurs émotions, et où des fois, il peut y avoir des situations d'agression. Moi, j'ai travaillé en psychiatrie dans des milieux fermés de psychiatrie, j'ai travaillé en prison, j'ai été psychiatre en centre de détention et en maison d'arrêt pendant plusieurs années. Donc, j'avais déjà travaillé dans des milieux où la violence est possible. Elle n'est pas toujours là, elle est beaucoup moins là que ce que les gens imaginent, aussi bien en prison qu'en psychiatrie. Mais elle n'est pas impossible. Et donc, j'étais déjà intéressé par cette idée de moi, comment, non physiquement, je pouvais désamorcer les choses. Par ailleurs, ce qui m'a aidé en cherchant, c'est de rencontrer les travaux de certains psychologues scolaires américains qui avaient des méthodes pas très connues, mais que j'ai trouvées intéressantes, dont Easy Kalman, qui est devenu un peu quelqu'un que je connais maintenant, avec qui j'ai eu beaucoup d'échanges. On devait se rencontrer, mais le Covid en a décidé autrement. Mais voilà, et c'est quelqu'un qui a bossé là-dessus depuis longtemps et qui avait déjà une méthode. Et donc moi, à partir de ce qu'il faisait, à partir de ce que je savais, j'ai adapté, j'ai bidouillé et j'ai fait un petit peu le contenu de mes formations et de mon site internet et de mon livre, quoi. Ok. Du coup, si je comprends bien, cette méthode, elle consiste à désamorcer grâce au verbal. Voilà, alors désamorcer grâce au verbal de façon simple. Comment avoir l'attitude qui fait que l'autre va plus avoir envie de recommencer à nous agresser, en fait. Comment lui couper l'envie de m'agresser sans pour autant devenir agresseur et menaçant. Comment faire en sorte que tu vois, que ça se dégonfle, en fait, cette affaire-là. Et pour ça, il fallait comprendre comment marche le harcèlement, comment marche l'agression. Quand on comprend comment ça marche, on comprend comment le faire arrêter de marcher. Donc, si tu veux, si on a une idée qu'ont la plupart des gens, et là surtout les tenants des méthodes juridiques, on va dire ça comme ça, des méthodes punitives, les gens ont une idée qui est que le harceleur, en fait le problème du harcèlement survient, par exemple, parce qu'il y a des caractéristiques intrinsèque, si tu veux, chez le harceleur et le harcelé. Le harceleur est un méchant, c'est un espèce de psychopathe qui jubile de faire mal aux autres. Et le harcelé, et il fait exprès de faire mal. Et le harcelé, c'est quelqu'un forcément qui a une différence, par exemple, et il est attaqué sur sa différence. Donc ça, c'est des caractéristiques qu'on peut pas enlever chez les gens. Donc si on a une approche comme ça, on peut pas sortir du harcèlement, on n'y arrivera jamais. Si on admet que c'est relationnel, puisque c'est répétitif, c'est relationnel. Si c'est relationnel, donc on peut changer des choses dans la relation. La réalité, c'est que le harceleur n'est pas
Parfois, il a l'intention de nuire. Parfois, il n'a pas l'intention de nuire. Des fois, ils savent pas ce qu'ils font. C'est des enfants, hein. Ils sont en construction. Ils connaissent pas tous les codes sociaux. Donc, on peut ne pas être intentionnel. En tout cas, on est dans une relation. Et le harceler, c'est pareil. C'est pas du fait des différences. Ça aussi, c'est une grande blague. Sinon, tous les gens qui ont une différence seraient agressés, ce qui n'est pas le cas. Il y en a beaucoup, mais pas tous. Et à l'inverse, tous les gens qui n'ont pas de différence, qui sont dans les groupes sociaux dominants, ne seraient jamais harcelés. Or, c'est pas vrai. On peut être dans un groupe social dominant et être harcelé. Donc, la question, c'est comment ça marche relationnellement ? C'est ça le... Ok. Et du coup, comment ça marche relationnellement ? Merci de me poser la question. En fait, il y a plusieurs règles du jeu relationnel, mais la première que je donne dans le livre, et qui, je pense, paraît toute bête à dire comme ça, mais qui est le fond du problème, le harcèlement, ça continue parce que ça marche. Voilà. Et donc, si ça marche pas, ça continuera pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase un peu bébête ? C'est qu'est-ce qui transforme le harcèlement en agression ? L'agression en harcèlement, pardon. Qu'est-ce qui transforme l'agression en harcèlement ? Je suis agressé. Qu'est-ce que cherche à faire l'agresseur ? Il cherche à me faire mal. S'il voit qu'il m'a fait mal, s'il voit que j'ai quelque part accepté d'engager la relation comme si on était des ennemis, eh bien, il est récompensé. Il a une récompense dans son cerveau. Si je te fais une remarque et je te dis tes vêtements sont pas beaux, je cherche à t'embêter. Si t'es visuellement embêté, que tu me dis mais pourquoi tu me dis ça, c'est pas sympa, ils sont bien mes vêtements, pourquoi tu m'agresses sur mes vêtements ? J'ai une récompense dans ma tête. J'ai un petit coup de dopamine là, parce que j'ai réussi. Je voulais t'embêter, j'ai réussi à t'embêter. Donc puisque j'ai réussi à t'embêter, je recommence. C'est une machine à sous, tu mets des pièces, il y a des pièces qui sortent, tu remets une pièce. Voilà, tu as une machine à sous, tu mets des pièces, il y a rien qui sort, tu remets, il y a rien qui sort, tu changes de machine. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'avec la meilleure volonté du monde, on peut devenir une machine à sous gagnante. Comment on fait pour devenir une machine à sous gagnante ? On montre à quel point ça nous fait du mal et à quel point l'autre est bien notre ennemi. Et donc, on baisse la tête, on pleure, on dénonce, on s'énerve. Tout ça, ça dit une chose au harceleur, c'est « j'ai réussi ». C'est mon coup. Exactement. Donc si j'ai réussi, je recommence. Tant que je gagne, je joue. Donc l'idée du coup, c'était de dire alors comment on fait pour que ça ne marche pas ? Tu restes passible, tu souris. Alors, rester passif, attention. Parce que la plupart des gens donnent ce conseil qui n'est pas un bon conseil, qui est d'ignorer. Ignore-les, fais comme s'ils n'avaient rien dit. Alors ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que déjà, ignorer, c'est agressif, finalement. Et quand j'ignore quelqu'un et que ça se voit que je l'ignore... On dit d'ailleurs que l'ignorance, c'est pire que la haine. Oui, c'est vrai. Donc l'ignorance, c'est terrible d'ignorer quelqu'un. Donc non, surtout pas ignorer si on veut avoir l'air de se comporter autrement qu'en ennemi. Mais deuxièmement, surtout parce que personne ne sait vraiment ignorer. Les gens, quand on leur dit d'ignorer, ils ignorent pas, ils boudent. Tu leur dis, ignore-les, et non, rien à faire, je m'en fiche de ce que tu dis. Mais en fait, tu me boudes, et donc c'est agressif, et donc tu es atteint, et donc je vais recommencer. Moi, ce que je propose, c'est de... Alors bon, je peux pas détailler toute la méthode, et j'en aurai pas le temps, il faudrait rentrer dans les détails, mais c'est plus subtil que ça en a l'air, mais c'est pas compliqué à apprendre. Il faut apprendre à répondre activement. Envoyer des punchlines. Activement, alors pas des punchlines, qu'on met pas des points, justement, mais montrer activement qu'on n'est pas touché, activement, répondre activement qu'on n'est pas touché. Si jamais tu me dis vraiment tes vêtements c'est vraiment horrible, là t'es habillé n'importe comment, et que je te réponds tu trouves ? Ah oui mais par contre toi j'adore ton t-shirt, il est trop beau quoi. Ça va être dur de continuer à m'agresser. Ouais. Si je te dis en plus heureusement que c'est un podcast, franchement putain on aurait mis une caméra, c'était la honte quoi. Ça va être dur de recommencer à m'embêter sur mes vêtements. Par contre, si tu me dis tes vêtements, ils sont moches, je dis mais arrête, mais t'es pas sympa. Ouais. Là, tu vas dire je suis pas sympa, mais si, c'est vrai, ils sont moches tes vêtements. Enfin, vraiment, c'est horrible comme t'es habillé. Mais arrête, t'es pas gentil avec moi. Mais et ça va recommencer. Donc en fait, ça s'apprend. Et il y a des règles à connaître. C'est comme un jeu, donc il y a des règles du jeu qui sont simples, qui peuvent s'apprendre aux enfants, qui peuvent s'apprendre aux adultes, qui peuvent s'apprendre par le jeu, justement. Tout le cœur de la méthode, c'est qu'on va jouer un jeu de rôle avec l'enfant, avec une façon de faire. On va jouer un jeu de rôle avec l'enfant, et à la fin de ce jeu de rôle, l'enfant a compris quelque chose, et il sait répondre. Et il sait répondre parce que c'est facile, en fait. Voilà. Mais il faut, par contre, ça c'est sûr, la méthode impose qu'on joue le jeu avec l'enfant, qu'on fasse donc en gros, agresser, agresseur. Si tu veux, on peut jouer. Si tu veux. Allez, on va essayer de jouer. Alors, tu vas m'agresser, tu vas m'insulter sur ce que tu veux, d'accord ? Tu peux t'attaquer mes vêtements, le physique, tu peux dire j'ai pas une bonne voix qui passe au podcast, tu peux dire n'importe quoi, que mon livre était nul, enfin, ce que t'as envie, c'est un jeu, je serai pas vexé, d'accord ? Et moi, le but du jeu, c'est un jeu, une règle, le but du jeu, c'est que je dois essayer de te faire arrêter. Si j'arrive à te faire arrêter, j'ai gagné. Si je n'arrive pas à te faire arrêter, j'ai perdu. Toi, tu dois essayer de m'insulter en continu.
Ok. Alors allons-y. Tu trouves pas qu'il y a une odeur qui... C'est pas toi qui pue, par hasard? Mais enfin, c'est pas gentil de me dire ça. En plus, t'as des auréoles sous les bras. Mais c'est pas sympa, enfin, mais enfin, t'es méchant. Ça fait combien de temps que tu t'es pas douché, là? Ça pue, c'est horrible. Mais tu peux arrêter d'être méchant, enfin, c'est pas sympa. Hein. Ah, regardez les gens, ils puent, ils ne douchent pas. Mais arrêtez de vous moquer de moi, mais... Bon, tu vois, là, t'as gagné. Ouais. T'as clairement gagné. Et ce que les gens ne voient pas puisqu'on est en audio, c'est qu'au bout d'un moment, tu souris. Et tu souris de plus en plus. Et ça, c'est naturel parce que je t'ai demandé de jouer à ce jeu. Et que du coup, tu gagnes. Et que du coup, ça te fait sourire. Et c'est exactement ce qui se passe avec les enfants. Et quand on joue ce jeu avec la bonne méthode, les enfants découvrent à ce moment-là, en fait, eh bien que si c'est ce qu'on cherche à faire, atteindre quelqu'un, et qu'il est atteint, et de plus en plus atteint, ben c'est de plus en plus marrant. Nous sommes faits comme ça. C'est comme ça, je suis désolé, mais c'est la vie. Ok, tu me laisses une deuxième chance, on rejoue ? Allez, on recommence, vas-y. En revanche. Tu peux redire la même chose ou autre chose, comme tu veux. Ouais, tu pues, tu t'es pas douché encore une fois ? Bah si, je me suis douché pourtant, mais tu trouves que ça sent pas bon, c'est ça ? Ah, ça pue, tu t'es mal douché. Je suis vraiment désolé. Si tu veux, on se met un peu plus à distance, ce sera peut-être un peu plus... Ou je peux ouvrir la fenêtre, par contre. Ça serait bien. C'est vrai que tu te sens envie de désamorcer. Voilà, tu sais pas quoi dire. Et j'aurais pu continuer. J'aurais pu dire aussi que toi, tu sens bon et que c'est cool. Peut-être j'ai un problème de savon ou que, ben voilà, je suis désolé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Si maintenant je te demande, on a joué 2 fois, d'accord ? La première fois, deuxième fois. Bon, clairement, qui a gagné la première fois ? C'est toi. Moi. Qui a gagné la deuxième ? C'est moi. Maintenant, si je te demandais aussi, qui a eu l'air un peu idiot la première fois ? C'est toi. C'est moi. Et la deuxième fois ? C'est toi. Pas clairement. Je pourrais aussi te demander, mais finalement, laquelle des 2 fois j'ai eu l'air le plus respectable ? La deuxième fois, forcément. Et ça, c'est le paradoxe. La première fois, j'ai eu l'air de me défendre. J'ai eu l'air de vouloir t'arrêter. J'ai eu l'air de vouloir te montrer comme tu me faisais souffrir. Et pourtant, c'est la deuxième fois quand je me suis pas défendu. Et pourtant, t'avais plus envie de me respecter. Pourquoi ? Parce que je t'ai traité gentiment. Je suis resté sympa avec toi. Je t'ai dit, écoute, si t'es embêté par mon odeur, on s'éloigne. Et c'est très dur de lutter contre quelqu'un qui reste gentil. Ça, c'est une règle psychologique de base qui s'appelle la réciprocité, qui fait que si quelqu'un est gentil avec moi, j'ai envie d'être gentil. Si quelqu'un est méchant avec moi, j'ai envie d'être méchant. Automatiquement. C'est presque automatique. Et donc, si t'es méchant avec moi et que moi je suis gentil, dans ta tête, il y a un combat qui s'enclenche. T'as envie de continuer à être méchant, mais t'as beaucoup de mal parce que je suis sympa. Et t'as envie de ne pas être gentil, mais t'as beaucoup de mal parce que je suis sympa. Et donc, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand j'ai été sympa, j'ai pas perdu la face. Je me suis pas humilié, je me suis pas rabaissé, j'ai pas baissé la tête. Je me dis, mais arrête! C'est là où je perds des points. Je dis, ok, tu trouves que... Voilà. Donc l'idée, c'est que t'as le droit de penser ça. À partir du moment où je me dis, il n'a pas le droit de penser que je pue, il n'a pas le droit de penser que je suis moche, bah toi, tu vas tout faire pour en avoir le droit. Et pour exercer ta liberté d'expression. Mais si tu me dis, t'es moche et tu pues, et en plus t'es incompétent, si je t'autorise à le penser, ça veut pas dire que je suis d'accord. D'ailleurs, je t'ai pas dit, oui, c'est vrai, je pue. Je t'ai dit, tu trouves ? Ça veut dire, t'as le droit de le penser. On n'empêche pas l'autre de penser. De toute façon, il y a la liberté. La liberté d'expression va jusqu'aux opinions qu'on pourrait avoir sur moi. T'as le droit d'avoir des opinions différentes. Voilà, c'est pas l'objet du podcast, mais si on parlait politique, peut-être qu'on découvrirait qu'on n'a pas les mêmes opinions et que l'année prochaine, on mettra pas le même bulletin dans l'urne. Et comme on est en démocratie, je peux ne pas être d'accord avec moi, je peux même me disputer avec toi sur ce sujet, mais je peux pas t'interdire d'aller voter pour quelqu'un d'autre. Donc t'as le droit d'avoir des opinions sur la France, t'as le droit d'avoir des opinions sur les bagnoles, t'as le droit d'avoir des opinions sur les livres, t'as le droit d'avoir des opinions sur les films, bah t'as le droit d'avoir une opinion sur moi. Tant que c'est pas des coups, t'as pas le droit de me frapper par contre. T'as pas le droit de m'éclater la tête contre le mur, de me faire une fracture, de me menacer avec un couteau. T'as pas le droit de faire ça. Mais penser que je suis pas compétent, ou que mon livre est nul, ou je suis pas beau, bah ça t'as le droit. Et quand je te laisse le droit, bah il se passe un truc miraculeux. T'as plus envie de lutter pour ce droit. Tu lâches prise complètement sur ça et puis... Tu lâches prise. Et on n'a pas appris à lâcher prise là-dessus. Et je pense que ça vient aussi... parce que je sais que ça peut être un sujet qui intéresse aussi le thème de ton podcast, mais je veux dire, comment on fait pour se renforcer par rapport à ça ? Ça vient aussi de ce qu'on nous a dit. On est une génération qui fait attention aux émotions, et notamment aux émotions de nos enfants, mais aussi aux nôtres. On leur apprend à décoder leurs émotions, à savoir quand ils sont bien, quand ils sont tristes, quand ils sont en colère. On fait attention à leurs émotions et au fait qu'ils puissent les exprimer. Et c'est une bonne chose par rapport au passé où on disait aux enfants de pas trop s'exprimer, justement. Donc on peut exprimer nos émotions. On est attentif à protéger nos enfants. On est attentif à ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit de leur faire. Et on a raison. Mais il y a des choses qu'on oublie de leur dire. Si je dis à mon enfant que personne n'a le droit de lui faire du mal, c'est vrai. Personne n'a le droit de le frapper, de le toucher sans sa permission, etc. C'est vrai.
Mais on oublie parfois de leur dire qu'on a le droit de dire du mal. C'est-à-dire, moi, je dis à mes enfants, comme tous les parents, j'imagine, que mes enfants sont beaux et merveilleux et intelligents, et voilà, je les trouve super, comme tous les parents. Peut-être pas comme tous les parents, je leur dis, tu sais, il y a des gens qui vont pas être d'accord. Il y a des gens, ils vont te trouver moche. Il y a des gens, ils vont te trouver bête. Il y a des gens, ils vont te trouver nul. Alors que tu ne l'es pas, mais ils vont le trouver. Et peut-être encore moins comme tous les parents, je leur dis, et tu sais quoi, quand ils vont te dire ça, ben, ils ont le droit. Ils ont le droit. Je pense qu'on n'est pas beaucoup, mais qu'on devrait être plus nombreux. Mais c'est super intéressant ce que tu dis, mais c'est vrai que ça protège davantage que si évidemment, tu disais si tu dis à ton enfant, personne n'a le droit de dire que t'es moche. Le jour où quelqu'un va lui dire t'es moche, et dire oh, t'as fait un truc interdit. Ouais. T'as pas le droit de le faire. Arrête de le faire. C'est interdit de dire ça aux gens. Il va dire ah bon, c'est interdit. Je vais recommencer alors, puisque ça te touche comme ça. Tandis que si t'as un enfant tu lui dis t'es moche et il dit ah bon, tu trouves que je suis moche? Ouais, je te trouve moche. D'accord. Moi, je te trouve pas mal. Ok. Un enfant qui sait faire ça, il est beaucoup plus fort qu'un enfant à qui t'as dit t'es beau, personne n'a le droit de te dire le contraire. Ah ouais. Tu vois, et sinon, il faut que l'enfant soit pas dupe. Ça me fait toujours penser à Forrest Gump, tu vois, où la mère lui dit, oui, c'est un film magnifique, mais la mère lui dit, et heureusement qu'il l'écoute pas quelque part, la mère lui dit, tu n'es pas différent. Tu es intelligent. Et en fait, heureusement, il est très lucide. Il sait qu'il est différent. Il sait qu'il n'est pas très intelligent. Et il va faire son chemin là-dedans. Et il va comprendre qu'il a des qualités autres. Et que les gens ont le droit de penser qu'il est bête et que ça l'empêche pas de vivre. Il va dire cette phrase magnifique à Jenny à un moment donné. Je suis peut-être pas très intelligent, mais je sais ce qu'est l'amour. Voilà, c'est magnifique. J'en ai des frissons rien d'y repenser. Et ce que je veux dire, c'est que heureusement qu'il l'écoute pas. Quelque part. Heureusement qu'il dit, ok, je suis lucide. Les gens ont le droit de penser ça. S'ils veulent penser que je suis bête, ils peuvent le penser. Et je pense que c'est un cadeau qu'on fait aux enfants, en vérité, à leur dire ça. Ouais, tout à fait. C'est super intéressant et effectivement, c'est quelque chose qu'il faudrait dire aux parents. Du coup, par rapport à ça, est-ce que c'est une méthode? Donc, si je comprends bien, je récapitule, c'est arriver à attirer, je sais pas si c'est le bon mot, attirer la sympathie de l'autre. Non, en restant digne. Je dirais pas qu'on va attirer sa sympathie, mais je dirais qu'on va paradoxalement rester gentil avec quelqu'un qui est méchant. Attention, encore une fois, pas physiquement. Hein. S'il nous frappe, on va pas régler ça avec de la communication. Il s'agit pas d'être souriant si on nous frappe. Si on nous frappe, il faut se défendre ou s'enfuir ou se faire protéger par des adultes ou par la police. On est bien d'accord sur les violences physiques. Hein. Je parle du verbal. On va déstabiliser l'autre en restant gentil, c'est-à-dire en refusant d'entrer dans une relation d'ennemi à ennemi. Et en refusant de se battre et en restant gentil avec quelqu'un qui est pas sympa, on va le désamorcer. En fait, on va retourner cette réciprocité à notre avantage. C'est une technique, c'est une stratégie, en fait. Oui, complètement. Voilà. Si on lui fait la même chose qu'il nous fait, il va le refaire. Voilà. Est-ce qu'il faut avoir de la confiance en soi et une force? C'est une très bonne question qu'on me pose souvent. Et les gens disent, mais quand même, je suis content que tu la poses, donc quand même, il faut avoir une sacrée confiance en soi pour arriver à faire ça. Ouais. Eh ben non, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est exactement le contraire. Je pense que la confiance en soi vient après. Je pense que d'abord, il faut apprendre à communiquer. Moi, ce que je dis aux enfants, c'est pas est-ce que tu veux avoir confiance en toi? Est-ce que tu veux te sentir plus fort? Est-ce que tu veux le convaincre que en fait, t'es plutôt sympa ou que ta mère, elle est machin? Non. Je leur dis, est-ce que tu veux qu'il arrête? Est-ce que tu veux qu'il arrête? Ok. Si tu veux qu'il arrête, j'ai une méthode. Si on va apprendre avec un jeu, quand tu auras compris les règles du jeu, et puis après on s'entraîne, on fait dans l'autre sens, c'est moi qui essaye de le titiller pour voir comme il sait faire. Si tu comprends les règles du jeu, il arrêtera. C'est la seule chose que je peux te dire. Et il n'y a pas beaucoup de harcèlement qui résiste. Dans un second temps, quand l'enfant a de ses yeux qu'il arrive à faire arrêter quelqu'un, c'est là où il devient confiant. C'est là où il se dit, mais en fait, je m'en fous de son jugement. Comment en avoir rien à faire de son jugement des autres? C'est un problème de plein de monde. C'est en se comportant comme tel que dans un deuxième temps, ça va nous atteindre à l'intérieur. L'enfant, il sera pas confiant parce qu'on lui aura dit d'être confiant. La confiance en soi, c'est pas un truc avec une dose qu'on va s'injecter dans les veines et hop, on en a un petit peu plus. Les gens viennent souvent nous voir et dire, je manque de confiance en moi. Et comme si on allait leur remplir une jauge. Ça marche pas comme ça. La confiance en toi, c'est quand, et ne pas avoir trop d'importance au jugement des autres, ça veut dire accepter le jugement des autres. C'est pareil pour les adultes, je sais pas moi, les gens qui ont des complexes. Quelqu'un qui a un complexe, c'est quelqu'un qui aimerait que les autres ne pensent pas telle ou telle chose, ne disent pas telle ou telle chose, ne voient pas telle ou telle chose. C'est pareil pour un enfant harcelé. C'est un enfant qui aimerait que les autres arrêtent de parler, que les autres arrêtent de penser. Or, personne n'a de télécommande vers le cerveau des autres. Donc c'est quand il a accepté ça que ça va. Et comment il fait pour accepter ça? Il le dit activement.
Si tu veux dire que je suis gros, tu le dis. Si tu veux dire que je suis moche, c'est OK pour moi. Tu peux parfaitement le dire. Ça veut pas dire qu'on n'a plus de complexe. Ça veut pas dire que si on a du surpoids, on veut pas maigrir. On peut. Mais pour nous, faut l'accepter pleinement. Pas pour le regard des autres. Et le meilleur moyen de l'accepter pleinement, c'est pas de se répéter accepte-le, accepte-le, accepte-le ou de faire de la méditation là-dessus. Le meilleur moyen d'accepter, c'est de communiquer en ce sens. Et quand on aura communiqué en ce sens et qu'on voit que réellement ça désamorce les gens, c'est la seule chose qui désamorce les gens, réellement, profondément. Leur faire peur, ça peut marcher. Et arrête de blaguer là-dessus, hein, sinon tu vas voir. Oui, mais à l'intérieur, ils continuent à penser. Hein. Il y a des gens, ils savent se mettre en colère, mais ils vont mal quand même parce qu'ils savent que l'autre continue à penser. Ouais. Mais si tu dis, tu penses ça? Tu penses que je suis comme ça? Ok, tu peux le penser. Tu veux me le redire? Tu peux le redire. Ça va. Et moi, je continuerai à penser que toi, par contre, tes vêtements, ils sont pas trop mal. Quand ça les désamorce, quand ça fait dégonfler comme une baudruche, c'est dans un deuxième temps que ça donne confiance. Donc non, il n'y a pas besoin d'avoir un surplus de confiance en soi pour faire cette méthode. D'accord. Beaucoup moins que les méthodes de contre-attaque. Hein. Oui, bah oui, de toute façon. On en voit. Et là, ça demande pas spécialement de confiance en soi. Ça demande juste de rester sympa. C'est sympa et avoir une petite capacité d'analyse, j'imagine, au début, pour bien capter ce qu'il te dit. Il n'y a pas beaucoup à analyser. Tu vois vite que c'est pas sympa. Après, oui, ce que je veux dire, pour rebondir par rapport à ce que là où il faut de la capacité d'analyse très, 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 très mince, hein, c'est une règle que je donne toujours, c'est qu'il faut le continuer tout le temps, cette méthode avec le harceleur, parce qu'au début, ça s'aggrave avant de s'améliorer. Ça, c'est un truc fatal. C'est-à-dire que si tu commences si tous les jours tu me dis t'es moche, t'es moche, t'es moche, et que moi je dis arrête. Le jour où tu vas me dire t'es moche, et je vais dire ok, merci, toi t'es beau. Sur le coup, la seule chose que tu vas te dire, c'est il faut que j'aille un peu plus loin. Donc tu vas devenir un peu plus agressif. Donc au début, ça va s'aggraver. Faut tenir. Faut pas se dire ça marche pas son truc, ça s'aggrave. Non, faut tenir et au bout d'un moment, tu verras que je ne suis pas amusant à embêter et tu vas t'arrêter. Ouais, il va s'ennuyer. L'autre chose qui peut un petit peu aider aussi, c'est un truc que je détaille dans le livre, c'est qu'en fait, il y a 3. Si on veut aller un peu plus loin, si on veut s'en tenir à rester sympa, déstabiliser l'autre en étant gentil, tout le monde peut apprendre. Je l'ai déjà appris à des enfants de maternelle, d'accord? Donc dès la maternelle, on peut... J'ai appris à faire des trucs comme ça à ma fille à 3 ans et demi. Elle était pas embêtée, elle était pas harcelée, mais aujourd'hui, elle sait quoi répondre. Et un jour, ça n'a pas manqué, quelqu'un lui a dit « t'es moche », elle a répondu « mais toi, t'es beau ». Et ça, tu peux apprendre à un enfant. Moi, je m'amuse avec les tout petits enfants, des fois, à leur apprendre ça. J'essaye, je dis « bon, alors, t'es moche ». Mais bah, toi, t'es beau. T'es un bébé, ben, toi, t'es un grand. Tu sens pas bon, ben, toi, tu sens bon. Même un bébé peut apprendre ça. Et ça désarme complètement. Et du coup, ça évite à l'enfant de se poser la question s'il est beau ou pas. Excellent. Il s'en fout, en fait. C'est un jeu. C'est ludique. Mais pour aller un tout petit peu plus loin et donner plus de répondants aux enfants un peu plus grands, effectivement, on peut leur donner des petites astuces. Tout comme quand tu apprends un jeu avec quelqu'un, tu peux lui apprendre un petit coup, une petite finesse du jeu, une petite botte secrète, un petit coup aux échecs. Un petit joker. Un petit joker, un petit machin. Tu peux lui apprendre des petits trucs pour gagner à tous les coups. Et justement, je propose des répliques types pour gagner à tous les coups parce qu'il y a 3 types d'agressions. Il y a les agressions par domination. Je veux être au-dessus de toi, je suis plus beau que toi t'es moche, je suis meilleur que toi t'es... Voilà, je veux te dominer. Il y a les agressions par humour. J'essaie de faire une blague. Puis, pour le coup, c'est toi l'objet de ma blague. Et puis, il y a les agressions par victimisation. C'est, je crois que tu m'as fait quelque chose. Et donc, du coup, comme j'ai l'impression que tu m'as fait quelque chose, j'ai pas l'impression de t'agresser, j'ai l'impression de me venger de toi. Voilà. Donc, par exemple, dans les agressions racistes, c'est souvent ça. Si quelqu'un va dire un truc sur les immigrés, les juifs, les noirs, les homosexuels, etc., c'est qu'il se sent menacé. Donc, il se sent victime. Ça aussi, ça peut se désamorcer. Donc, domination, ça va plus être les comparaisons. Ouais, toi t'es moche, toi t'es mal habillé, toi t'es gros, etc. Et puis humour, c'est les blagues, les moqueries, les surnoms. Bon, il y a des façons de faire face un petit peu spécifiques. Et quand on arrive à entrer dans ce truc-là, moi l'idée c'est d'avoir... J'ai fait un espèce d'arbre décisionnel dans le bouquin, de façon à avoir un arbre décisionnel dans la tête. C'est-à-dire que si tu me fais une attaque, n'importe laquelle, alors maintenant, bon, c'est sûr, j'ai de l'expérience parce que j'y ai joué des centaines de fois maintenant avec les gens. Je me suis fait insulter, tu peux pas imaginer. Et j'ai un espèce d'arbre décisionnel dans la tête qui peut s'apprendre, qui est très facile, vraiment. Et tout de suite, je me dis, c'est dans domination, humour ou victimisation. Et tout de suite, j'ai une réplique qui sort. Mais vraiment, ça, au bout de quelques séances avec les enfants, ça devient une espèce de réflexe. C'est-à-dire que tu sais tout de suite, tac, il a fait ça, bon, c'est une moquerie, je vois tout de suite ce qu'il faut faire face à une moquerie. Et en fait, du coup, ça améliore notre capacité à gagner ce jeu relationnel, si tu veux. Mais c'est pas obligatoire. Le minimum à savoir, mais par contre, j'insiste, il faut
faire le jeu de rôle. Donc soit dans la méthodologie que je décris dans le bouquin, soit la méthodologie que je décris sur mon site internet, soit éventuellement dans les formations présentielles où on apprend ça, parce que il faut un peu de méthode. Faut pas juste l'expliquer. Il faut surtout pas faire ça. Un enfant, les explications, les leçons de morale, ça suffit jamais. Ouais. Il faut jouer le jeu, il faut lui montrer, il faut le faire avec lui réellement, avec un peu de méthode. Et là, vraiment, ils comprennent. Donc, la base suffit, rester sympa, etc. Après, on peut gagner un petit peu de finesse en sachant de quel type d'agression il s'agit. Ouais. Parce que là, on parle d'agression, d'harcèlement individuel. Est-ce que en groupe, c'est quelque chose qui c'est la même chose. Moi, je dis aux enfants qui sont harcelés en groupe imagine que le groupe entier, c'est un individu. Mais on va pas répondre un par un. Celui qui parle, on répond. L'autre qui parle, on répond. L'autre qui parle, on répond. Et toujours sur le même mode. J'ai déjà expérimenté plein de fois en formation aussi quand on posait la question. Je dis bon alors au lieu de venir un seul, venez à 5. Allez-y, balancez. Et en fait, on s'aperçoit que ce qui se passe dans un groupe, c'est que tu as un ou deux leaders et ils ont leur cours. Et en fait, quand t'es enfant et surtout quand t'es ado, t'as besoin d'appartenir, quoi. Tu n'as pas envie d'être un loup solitaire, un original dans ton coin. T'as envie d'appartenir à un groupe. Puisque t'as plus trop envie d'appartenir au groupe famille, t'es un peu en rébellion contre les parents, donc t'as envie d'appartenir à autre chose. Donc suivre quelqu'un de charismatique, voilà. Sauf que quand tu vois quelqu'un de sympa en face, au bout d'un moment, ceux qui étaient les suiveurs, ils finissent par lâcher prise. Ils finissent par dire bon allez c'est bon, laisse tomber. Ouais, tu vois, le gros leader peut-être qu'il n'arrêtera pas tout de suite. Mais moi je pense qu'il faut répondre au groupe comme si c'était un individu. Et tant pis si c'est pas le même qui parle à chaque fois. Ouais, t'as vu tes fringues de pouilleux. Ah mince, tu trouves que mes fringues elles sont moches. Et puis c'est l'autre qui va dire ouais, tes fringues c'est des fringues de pauvres. Ah ouais, t'as raison, peut-être mes parents ils sont pauvres. En tout cas, tes parents ils sont riches, t'as de la chance, c'est cool pour toi. Et encore une fois, j'insiste, ça n'est pas s'humilier, ça n'est pas baisser la tête. C'est super respectable de dire ça. Ce qui serait s'humilier, serait dire mais arrête, t'as pas le droit de te moquer des pauvres. Alors là, on va s'en prendre plein la tête. Et du coup, tu réponds à l'un, à l'autre. Et en général, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de gérer des trucs comme ça dans des groupes de sport, par exemple, où il y a des petites rivalités, etc. Et au bout d'un moment, le groupe se disloque, en fait. Donc ça marche en groupe, c'est pas un problème. Est-ce qu'on peut dire, parce que j'ai un exemple là qui me vient, ce sont les rumeurs, par exemple, quand il y a toute une école il y a une rumeur et du coup, on voit les gens qui rigolent au loin et qui sont pas aptes à écouter, en fait. Ouais, exactement. Et alors, les rumeurs, alors là, carrément, je pense que c'est un des trucs les plus efficaces. Je dis même pour les rumeurs, et c'est quasiment une réponse magique, enfin, qui est une question magique. La rumeur, elle embête la personne quand on lui dit, finalement, on va lui dire, il paraît que, on dit que tu as fait ça. On dit que tu as, alors chez les lycéens, ça va être, il paraît que t'as embrassé machin, ou que t'es sorti avec truc, ou que t'as trompé bidule. Chez les primaires, ça a été, il paraît que tu fais pipi au lit ou que, etc. Enfin, on raconte que. Et donc, quand on te dit ça, on le dit pourquoi? Encore une fois, même raisonnement. On le dit pour t'embêter. D'accord? Qu'est-ce qui t'embêterait? Ce serait que les gens le croient. Donc, tu fais quoi? T'essayes de faire en sorte qu'ils le croient pas. T'essayes de leur dire, mais arrête, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Oui, je fais pipi au lit tous les soirs. Alors, pas oui, je fais pipi au lit. Ah oui, il faut pas non plus confirmer la rumeur si elle est pas vérifiable. Si elle est vérifiable, si tout le monde le sait, ça sert à rien de nier. Il paraît que t'as embrassé machin à la soirée. Ah mince, tu l'as vu? Bah oui. Oui, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Et effectivement, j'ai fait ça, je comprends pas ce qui m'a pris. Mais tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Mince. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tout le monde l'a vu. Enfin, je serais plus digne et respectable en disant ça qu'en disant mais arrête, s'il te plaît, n'en parle pas à tout le monde, j'ai pas envie que tout le monde sache. Là, on montre qu'on est embêté, on remet des pièces dans la machine. Mais la plupart du temps, une rumeur, elle est pas vérifiable. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On passe notre temps à dire, mais non, c'est pas vrai, arrêtez de dire ça, ça n'est pas vrai, mais je vous jure que c'est faux. Et là, évidemment, ça augmente le truc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser une question. Parce que la question, c'est vraiment super efficace. C'est un des outils que j'enseigne le plus. Comme tout à l'heure, quand tu m'as dit, tu pues, je te dis, ah bon, tu trouves? C'est très désarmant. Donc, si quelqu'un me dit, il paraît que tu fais pipi au lit, je lui ai demandé peut-être, qui c'est qui t'a dit ça? Alors souvent, il me dit, tout le monde le dit. Et la question magique pour moi, c'est, et tu les crois? Tu les crois quand ils t'ont dit ça? Et là, il y a deux réponses possibles. Soit il dit, non, je les crois pas. Bah, je vais lui dire, tant mieux, merci, ça m'aurait embêté que tu crois un truc pareil. Et s'il me dit, bah ouais, je les crois. Tu les crois? Ok, je peux pas t'empêcher de les croire. Il y a rien que je peux faire pour t'empêcher de les croire. Ça, c'est hyper désarmant. C'est-à-dire que je lui laisse sa liberté de penser, encore une fois. Si j'essaye de l'empêcher de penser, tu peux être sûr qu'il va insister. Donc c'est contre-intuitif. Mais s'il me dit, on me raconte que t'as couché avec truc, qui t'a dit ça? Bah c'est Bidule, elle m'a dit que t'as couché avec truc. Tu la crois quand elle te dit ça? Ben ouais, je la crois. Ouais, tu serais totalement capable de faire ça. Ouais, je la crois. Tu la crois? Ok. Il y a rien que je peux faire pour t'empêcher de le croire. Souvent, c'est à ce moment-là que la personne va dire, mais pourquoi c'est pas vrai?
écoute, non, c'est pas vrai, mais je peux pas t'empêcher de le croire. Si t'as envie de le croire, je vais le dire aux autres. Si t'as envie, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas t'empêcher de le dire. Et là, c'est pas du tout marrant de faire courir une rumeur avec quelqu'un qui en a ostensiblement rien à faire. Donc, les rumeurs courent. Et là, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais il y a des rumeurs qui peuvent démolir des gens, qui peuvent... Oui, c'est vrai. Et ils la démolissent encore plus quand ils essayent de la nier. Et pensez aux célébrités. Les célébrités, quand il y a eu des rumeurs sur elles, qui sont montées au créneau, qui ont fait des communiqués, qui ont dit machin, ils ont attiré le soupçon que la rumeur était peut-être vraie. La plupart des célébrités, il y a une rumeur par semaine. Tapez les noms des gens très connus, tapez Beyoncé, Britney Spears ou je ne sais qui, des célébrités très connues. Ouais. Alors peut-être que maintenant il y a des célébrités encore plus récentes que ça, bien sûr, je suis pas à la page. Tapez le nom des célébrités, il y a une rumeur par semaine. Est-ce que vous les voyez se justifier? Est-ce que vous les voyez se défendre? Etc. Et je trouverais d'ailleurs que ce serait une très bonne réponse si un journaliste disait, mais Madame Beyoncé, il paraît que... Je trouverais ça rigolo que Beyoncé, elle réponde, vous le croyez? Vous croyez ça à vous? D'accord, bon écoutez, si vous le croyez, je peux pas vous empêcher de le croire. Ça, c'est une attitude digne et respectable, et ça marche hyper bien. Les rumeurs se... les rumeurs se nourrissent de nos dénégations. Là, les rumeurs elles ont plus de quoi se nourrir. Ok. J'ai un autre exemple, si tu veux bien. Ouais. C'est toujours dans une dynamique de groupe. Supposons, voilà, il y a, on va dire, je sais pas, il y a une dizaine de personnes et il y a un mec qui vient distribuer des bonbons à tout le monde. Et toi, au moment de passer devant toi, il te dit, bah non, toi, t'as pas, il te balance un truc comme ça, il passe à l'autre. Et du coup, là, il y a tout le monde qui rigole et c'est pas forcément, Alors, ça, c'est de l'exclusion. Ouais, c'est l'exclusion sociale. C'est comme, j'ai pas envie de jouer avec toi. C'est comme, il y a plus de place à table pour toi à la cantine, etc. Donc là, c'est encore une fois la même chose. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à m'embêter et il cherche à déclencher quoi comme réaction? Que je m'humilie en le suppliant de l'intégrer au groupe. Donc en fait, ce qui va le moins bien marcher, c'est ce que font généralement les gens. C'est s'il te plaît, mais arrête, je peux jouer avec vous, s'il te plaît, je peux être invité à la soirée, et pourquoi moi tu me donnes pas de bonbons alors que tous les autres tu leur en as donné, etc., etc. Donc ça, c'est la situation peut paraître humiliante, mais ce qui va décupler l'humiliation, c'est ta réaction qui va montrer que tu as accepté, endossé le rôle de victime de l'exclusion. Et en fait, c'est ça qui va faire que ça va recommencer. D'accord? Donc, si je me remets dans la même optique, liberté d'expression, liberté de penser, si quelqu'un n'a pas envie de jouer avec moi, si quelqu'un qui dispose librement de ses bonbons n'a pas envie de m'en donner, c'est pas pareil si c'est la maîtresse qui a dit tu donnes un gâteau à tout le monde et qu'il évite. Ça, c'est interdit. Il n'a pas respecté la règle. Oui. Mais si c'est lui qui dispose... Écoute, t'as pas envie de me donner de bonbons, tu m'en donnes pas. Ouais, c'est son droit. Il n'y a pas de problème. Tu veux pas jouer avec moi, tu joues pas. C'est très intéressant parce que c'est là qu'ils vont réfléchir. Oui, on veut plus que tu fasses partie du groupe, on veut pas que tu viennes à la soirée. Ok, alors à la limite, on peut prendre les choses avec curiosité. Encore une fois, même si on fait un peu semblant au début, parce que ça peut faire mal. Mais l'important, c'est qu'ils arrêtent. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? L'important, c'est qu'ils aient pas gagné. L'important, c'est qu'ils nous aient pas eu dans leur filet. C'est ça qu'on veut. Qu'on se soit pas rabaissé. Donc, qu'est-ce qu'on va leur dire? Peut-être on peut leur dire, ah, vous voulez pas m'inviter? Comment ça se fait? J'ai fait un truc? Si j'ai fait un truc, désolé, les gars, j'ai peut-être fait une connerie sans m'en rendre compte. Ah, non, c'est juste vous voulez pas parce que je suis... Ok, écoutez, amusez-vous bien. J'espère que la soirée d'anniversaire sera sympa. Voilà. Okay. Et là, ce qui se passe, c'est que t'es pas humilié. Ah t'es seul, oui, mais t'aurais été encore plus seul si tu vas les supplier. Et si tu vas les supplier de t'intégrer et qu'ils finissent, ouais, allez, c'est bon, ça va, tu peux revenir. Ouais, mais c'est la horrible. Dynamique, elle est, mais c'est horrible. Différente. Ouais. Donc tu vois, personne n'a envie d'être ami avec quelqu'un qui supplie qu'on soit ami avec lui. Ouais. C'est ça que j'essaie d'expliquer aux enfants. Donc moins tu vas supplier pour de l'amitié, et plus les gens auront envie. Peut-être pas tout de suite, parce que sur le coup, ils vont dire, ouais, c'est ça, dégage. Mais au bout de quelques semaines, quelques mois, ça peut paraître long pour un enfant, mais il vaut mieux passer 3 mois seul et après être quelqu'un qu'on a envie d'être ami avec, que d'être tout le temps avec des gens et d'être celui dont on se moque dans la bande et celui qui a supplié pour être là, celui qu'on tolère mais qui nous casse les pieds, qui est un peu lourd, qui est un peu truc. Personne ne supporte ce qu'en français on appelle les pots de colle. Oui, c'est ultra intéressant. Moi, je n'enseigne pas ça. Alors, ça me touche toujours quand on dit ça. Et je sais que parmi les commentaires que j'ai sur mon livre, vraiment, j'ai de la chance. Jusque-là, j'ai eu des très bons commentaires sur les livres et les formations. Ce qui est bien, c'est que si j'en ai des mauvais, je sais quoi répondre. Mais ce que je veux dire, c'est que parmi les commentaires, souvent, il y a un commentaire qui me touche beaucoup. C'est des gens qui disent « Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir ça quand j'étais enfant ?» Ah oui. Et tu vois, je trouve ça hyper touchant parce que ça veut dire que il y a plein de gens qui ont vécu ça, qui n'en parlent pas. Et ça a laissé des traces. Et ça les a laissés dans l'impuissance. Et je trouve ça terrible. Et moi, ça me touche énormément que les gens disent, j'aurais aimé savoir ça plus tôt.
Donc j'espère que maintenant, justement, pour la génération suivante, la génération 120 ans, c'est ça ? Ouais, génération 120 ans. J'espère que là, on va pouvoir apprendre ça. Parce que ça sert même aux adultes. Moi, je le savais pas enfant, mais je l'utilise en tant qu'adulte. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, et souvent sur les réseaux sociaux. Mais c'est la guerre sur les réseaux sociaux. C'est la guerre, mais moi, je l'utilise aussi. C'est-à-dire, si j'ai un débat moi, j'adore débattre. J'adore ne pas être d'accord avec les gens. J'apprends beaucoup avec les gens avec qui je suis pas d'accord. Et en plus, moi, je suis capable de changer d'avis. Vraiment, si quelqu'un me démontre que j'ai tort, je peux changer d'avis. Vraiment, je peux. Bon, mais il faut qu'il me le démontre. Mais je peux. Mais des fois, c'est pas de l'argument, c'est de la guerre et c'est de l'insulte. Eh ben, ça marche quand même. Si tu désamorces le truc, moi, il y a eu des gens avec qui j'arrivais pas à discuter parce que ça s'insultait. Et au bout d'un moment, à désamorcer les choses, on a pu parler et j'ai pu savoir leurs arguments. Et même sur des sujets sur lesquels on était profondément en désaccord, comme des sujets tendus, tu vois, les vaccins, les trucs comme ça qui provoquent souvent des gros conflits. J'ai pu avoir des discussions avec des gens qui avaient des opinions radicalement différentes parce qu'à un moment donné, leur insulte n'était pas un truc qui allait m'atomiser, quoi, si tu veux. Et donc, les réseaux sociaux peuvent nous donner des outils là-dessus. Mais faut pas le prendre personnellement, en fait. Disons que c'est la même chose. Si, on peut le prendre personnellement dans le sens où il a le droit de penser des choses personnelles. Mais les insultes des enfants, par exemple, ça va être tu mets une photo de profil, t'es tout content de ta photo de profil que t'as vachement travaillé, et tu t'en prends plein la tronche. Mais c'est quoi cette tête ? T'es horrible, t'as une tête de porc, t'as machin. Les gamins, c'était horrible. Et du coup, qu'est-ce que tu fais ? T'enlèves la photo de profil. Et là, on dit, t'as enlevé ta photo de profil, t'avais honte. Et rien qui marche. Tu laisses ta photo de profil, tu t'en prends dans la gueule. Ça, c'est l'impuissance apprise. Tu laisses ta photo de profil, tu t'en prends, tu l'enlèves, tu t'en prends, tu te défends, tu t'en prends. Qu'est-ce que tu fais ? Travail, t'as raison, c'est vrai qu'elle est un peu bizarre, cette photo. Par contre, j'adore la tienne. T'es trop stylé dessus, comment tu fais ? Et ça s'arrête. Ou alors, bah oui, elle est moche, si tu veux, je peux trouver pire. J'en ai une de profil, je suis encore plus moche. Tu veux que j'essaye ? La prochaine fois, je change. Ou alors, des fois, on peut être simple. Des fois, on peut ne pas répondre. Parce que pour le coup, c'est pas ignorer. Et là, quand l'autre va revenir et s'acharner, alors, tu réponds pas. Ah, excuse-moi, j'avais pas vu, je faisais autre chose. Bon, tu vois que ça t'a pas touché. Puis moi, il y a un outil que j'aime beaucoup sur les réseaux sociaux quand on dit un truc agressif et que permettent tous les réseaux sociaux, c'est le like. Le like, c'est... c'est le like, voire sur Instagram ou sur Twitter, c'est le cœur. Et même sur Facebook, d'ailleurs, tu peux choisir entre juste un like ou carrément un cœur. Ouais. Moi, si quelqu'un me dit, mais t'es vraiment un psychiatre pourri, c'est horrible, tu racontes n'importe quoi, t'es grave, je mets un cœur. Bravo, quoi. Super insulte. Le mec, après, tu leur réponds. Mais pas forcément. Pas forcément. Je peux répondre. Mais si on veut pas se casser la tête, moi, il y a des enfants ou des ados, surtout, à qui je suggère ça. Mets un cœur. C'est tellement déstabilisant. Il va pas comprendre. Il fait une blague sur toi. Une blague. C'est une blague méchante. Mais clairement, c'est de l'humour qu'il essaie de faire. Du mauvais humour, mais c'est de l'humour. Mais un ha-ha-ha. Mais un smiley qui rigole. Si je rigole d'une blague que tu fais sur moi... Mais... Oh, on en vient à l'autodérision. Finalement, oui. Avoir de l'autodérision, c'est une arme super forte. Et il y a l'autodérision, il y a un YouTuber que j'aime beaucoup, Victor Ferry, il disait il y a pas longtemps que l'autodérision, c'est ce qui transforme les pierres que les autres veulent nous lancer en balles en mousse. Et c'est vraiment ça. Et bon, on voit bien que il y a des gens qui survivent à la victimisation par ça. Il y a de l'humour juif. Qui est beaucoup à base d'autodérision. Et comment ça se fait que l'humour juif est tellement à base d'autodérision ? Parce que c'est une façon de dire, sur les dégâts objectifs, si on essaye de me massacrer, de m'exiler, etc., je peux pas me défendre, je peux rien faire, il y a des gens armés en face. Mais si par contre t'essayes de m'avoir avec tes mots, mais t'as aucune chance, parce que je peux rire de moi encore plus que tout ce que tu pourras essayer. Tu peux y aller, tu peux essayer de te moquer de moi, mais je ferai plus fort. Donc je m'en fous en fait, je m'en fiche complètement. Et tous les gens qui ont été opprimés, beaucoup en tout cas, ont compris ce truc-là, que les mots, c'est pas pareil que les coups. Dans mon bouquin, je cite cette phrase justement, qui était un espèce de slogan des esclaves noirs aux États-Unis, qui était « Sticks and stones may break my bones, but word will never hurt me ». Les bâtons et les pierres peuvent briser mes os, mais les mots ne m'atteindront pas. Ouais. Et ça, c'est une phrase qui a été très à la mode vers la fin de l'esclavage. Les esclaves noirs sentaient qu'ils allaient plus être esclaves dans les faits, moins en tout cas, ça a mis du temps. Ils disaient à leurs enfants, ils leur faisaient apprendre et c'était une comptine. Bon bref. Et donc en fait, quand ils leur donnaient cette comptine, c'était une façon de leur dire, si on te frappe avec des bâtons ou des pierres, oui, ça va te faire mal. Mais retiens bien, les mots ne doivent pas t'atteindre. Ils avaient, je pense, une espèce de conscience inconsciente, prémonitoire,
que même s'ils n'étaient pas esclaves dans les faits, il y aurait du racisme et on les considérerait comme inférieurs. Ils n'avaient pas tort. Ouais. Et donc je pense que on peut apprendre des choses des gens qui ont souffert et qui ont de la résilience. Tu vois, aujourd'hui, les descendants des esclaves américains, les Noirs américains, alors de manière plus ou moins contestable, avec plus ou moins de maladresse, mais enfin ils défendent leurs droits, ils ont une fierté, une dignité qu'ils revendiquent. Et voilà, il faut se rappeler que leurs ancêtres disaient ça. Si tu me frappes, je peux rien faire, mais les mots, je veux pas qu'ils m'atteignent en fait. Ouais, c'est très intéressant. Et ça, à partir du moment où on intègre ça, j'imagine, il y a une période d'intégration. Oui. Après, ça doit rendre la vie tellement plus facile, tellement. Après, c'est pour la vie et ça évite beaucoup de stress parce que l'agression est inévitable. Combien de fois j'ai répondu à des parents qui me disaient oui, la seule chose qu'il faut faire, c'est punir ces petits cons qui embêtent mon fils ou ma fille, etc., les exclure. Je dis ok. Et donc vous allez promettre à votre fille qu'après plus personne l'embêtera. Et au collège plus personne. Et au lycée, plus personne. Et vous, monsieur ou madame qui êtes dans le monde du travail, vous pouvez me jurer que dans le monde du travail, il n'y a jamais d'agression? En fait, des agressions, il y en aura toujours. Donc, si tu veux, c'est aussi une autre manière pour moi de dire que c'est pas pour être, pour attaquer, mais c'est une critique que j'espère constructive des autres méthodes. Les autres méthodes, elles ont aussi pour moi ce problème de gérer une agression une fois. Si j'essaye de punir l'agresseur, protéger la victime, j'ai évité cette agression-là, mais ça reviendra. On se fait tous agresser à un moment ou à un autre. Si j'ai cassé un groupe, un jour il y en aura un autre. Si j'ai dit à la victime, il te dit ça, réponds-lui ça. Hein, par exemple, il se moque de ton nom de famille. C'est quoi son nom de famille à lui? Bah tiens, moque-toi de lui de cette manière-là de son nom de famille. J'ai arrêté un truc une fois, mais je ne t'ai pas équipé. Alors que quand tu as intégré ça, tu as raison. Tu te dis, mais de toute façon, s'il y a d'autres agressions, j'ai une gamine qui était noire en l'occurrence et qui prenait des insultes racistes terribles. Et je me rappelle j'en parle dans le bouquin, à la fin de sa prise en charge, sa mère lui dit, mais tu crois quoi, des racistes, il y en aura d'autres, en fait. Et tu sentais l'expérience, la pauvre. Toute ta vie, il y aura des gens qui te feront des remarques sur ta peau. Et la gamine a dit, ok, dommage, mais au moins maintenant, je sais quoi répondre. Et donc oui, ça, à mon avis, ça change la vie, ça évite beaucoup de stress, tu es moins craintif des agressions, tu fais la différence aussi, finalement, entre les agressions auxquelles tu veux répondre, parce que quelque chose est en jeu, et les agressions où ça vaut pas trop le coup de s'intéresser. Et je pense que ça nous fait vivre mieux. Vraiment. Ouais, complètement. Est-ce que tu vois des limites à cette méthode? Il y a des limites. Ouais. Alors la première limite, je l'ai dit dès le départ, mais je le dirai jamais assez. Effectivement, c'est les agressions graves. Ouais. Hein, c'est si quelqu'un a été dans une agression sexuelle ou dans une agression physique grave, là il y a pas photo, quoi. Je veux dire, faut vraiment faut pas. Ça c'est une vraie limite. Si le harcèlement qu'on me décrit c'est de cet ordre-là. Voilà, ce que je dis dans le livre, c'est on ne règle par la communication que ce qui se règle par la communication. Les autres limites de la méthode, on pourrait dire, c'est s'il y a une problématique psychologique qui va empêcher la personne de faire ça. Ce qui est quasi jamais le cas. C'est-à-dire que la plupart des enfants, tu vas leur dire « Ok, t'es en colère. Ok, t'es triste. Ok, t'as peur. Mais je vais te proposer une méthode dans laquelle tu vas faire semblant et tu vas dire ça. » En général, ça marche. Ils arrivent à avoir des émotions sans les montrer. Mais si tu as un enfant qui a une problématique psychologique où il a une grande difficulté dans le contrôle des émotions, ou s'il a une grande dépression profonde, ou s'il a un psychotraumatisme, il a été agressé tellement de fois qu'il a des flashbacks, etc., qu'il a des syndromes de dissociation, etc. Oui, ça, voilà, je dirais que la limite, elle est là. Elle est presque, entre guillemets, dans la pathologie. Donc, dans ce cas-là, moi, ce que je vais faire en tant que professionnel, c'est que je vais d'abord régler le problème de la dépression ou du traumatisme, mais ça n'empêche pas d'apprendre la méthode dans un second temps. Donc, c'est pour ça que quand même cette méthode, c'est la première fois moi que je parle de méthodes psychologiques que j'utilise, mais qu'à la fois, je voudrais former le grand public sur le sujet. D'habitude, quand je parle des méthodes que j'utilise, ça sert aux soignants. Bien sûr. Tu vois, si je vais parler d'hypnose pour gérer de la douleur, ça sert aux soignants qui rencontrent la douleur, etc. Mais là, je parle à tout le monde parce que je pense que dans la plupart des cas, il n'y a pas d'obstacle à cette méthode. Il peut y avoir des cas spécifiques, et effectivement, heureusement, maintenant, il commence à y avoir des professionnels formés. Oui, il peut y avoir des cas. Mais par contre, ça s'utilise bien plus que ce qu'on peut imaginer. Même avec un enfant qui aurait des troubles du spectre autistique, certains handicaps, etc., ça marche. Ça peut aider quand même, on peut l'adapter. Voilà. Maintenant, des fois, il y a des problématiques. En tout cas, pour la grande majorité, moyen, grand, etc. Ouais. Du coup, est-ce que tu penses que faut pas vraiment des fois montrer ses dents, se mettre en colère ou peut-être tu peux montrer tes dents et être en colère s'il y a quelque chose de plus que ton ego qui est en jeu. Tu vois, s'il y a vraiment quelque chose d'important qui est en jeu pour toi,
Oui, ou tout bêtement si ça marche, mais c'est juste que ça marchera pas à tous les coups. Mais ça marche pas si tous les coups, t'es le dominant, de toute façon, tu vas jamais consulter pour ça et tu vas jamais poser des questions là-dessus. Tu te sens pas agressé. Mais s'il y a quelque chose qui est plus important que ton ego, qui est plus important que ton honneur, qui est en jeu, oui. Si ton but c'est pas juste qu'ils arrêtent, parce que moi c'est la question que je pose, c'est-à-dire que je dis à l'enfant, est-ce que tu veux qu'ils arrêtent ? S'il me dit non, mon but c'est pas qu'ils arrêtent, mon but c'est de les convaincre. C'est autre chose. C'est une autre histoire. Ouais, c'est autre chose. C'est une autre histoire. Si, bon courage, si t'as envie de convaincre, là, maintenant, tous les racistes qu'il faut arrêter de l'être et tous les homophobes qu'il faut arrêter de l'être. Bon courage. Voilà. Et souvent, la question se pose pas parce que quand je demande aux enfants, quand ils vont mal et que je leur dis, tu veux qu'ils arrêtent ? Ah oui, je veux qu'ils arrêtent. Même s'ils sont pas convaincus. Même si au fond d'eux-mêmes, ils pensent qu'ils veulent. Ah oui, je m'en fous. Juste qu'ils arrêtent de m'embêter tous les jours. Donc, moi, c'est ça que je propose. La réalité, c'est que ça les fait un petit peu changer après les gens. C'est-à-dire que si quelqu'un est raciste envers toi, parce qu'il pense que tous les gens comme toi sont méchants, si t'es méchant, il va dire, bah tu vois. Mais si t'es sympa, il va dire, tiens, ils sont peut-être pas tous méchants. Et t'as une petite chance que peut-être un jour ça change. Mais bon, voilà, il faut montrer les dents si c'est quelque chose d'important pour toi. Il faut montrer les dents si t'es pas en danger. Et puis, des fois, je dis aussi, il faut pas confondre une discussion d'arguments, comme je disais tout à l'heure, une discussion d'arguments avec une agression. Si un enfant me dit j'ai fait un exposé en classe et j'ai fait un exposé, je sais pas quoi, sur les vaccins, sur le mariage pour tous, sur un sujet sensible, et il y a eu beaucoup d'opposition, il y a des gens qui ont dit oui, les homosexuels, nanana, et mais moi je voulais défendre que les homosexuels ils ont des droits. Bah oui, là tu dis pas ah bon tu trouves ? Non, parce qu'ils t'agressent pas, on parle des idées. Si on parle des idées, tes idées je peux les insulter en fait. J'ai le droit d'insulter des idées. J'ai pas le droit de te frapper. Mais si c'est les idées que j'insulte et que tu dis mais tu peux pas insulter cette idée elle est forte, elle est bonne et ton idée elle est pas... On peut y aller, on peut se battre. Moi je suis d'accord que les hommes politiques ils soient virulents et fortement convaincus par leurs idées. Ça m'embête quand ils s'attaquent perso. Mais les idées, mais au contraire, ce serait quand même, d'ailleurs, entre parenthèses, la politique ce serait vachement plus excitant s'ils arrêtaient les attaques personnelles et qu'ils s'attaquaient vraiment sur le fond de leurs idées. Je suis totalement d'accord. Au lieu de... Parce que quand ils ont une idée... En général, t'as l'autre qui dit « Quoi ? Vous, monsieur, vous dites ça alors que vous avez fait passer telle loi ?» Mais parle-moi de l'idée. Mais oui, dis-moi que mon idée, elle est pas bonne. Donc là, oui, montre les dents. C'est l'honneur des citoyens bien intégrés que d'être forts et affirmés dans leurs idées. Et puis, je pense qu'on peut faire aussi sans forcément montrer ses dents, faire un lien avec la communication non violente. Je sais pas si... C'est, voilà, je comprends ton besoin, voilà ce que j'aimerais. Et on peut, si on a envie d'entretenir ce genre de communication. Après, il y a des fois, on n'a pas envie d'entretenir ce genre de communication. Il y a des fois, on préfère s'éloigner. Il y a des fois, on préfère ne pas communiquer. Si c'est une agression ponctuelle et qu'on arrive à s'éloigner, il n'y a pas de méthode à mettre en place. Quelqu'un t'agresse, tu dis, voilà, c'est bon, moi je veux pas d'histoire. Et puis tu pars. C'est bon, il n'y a pas de méthode à mettre en place. Là, c'est aussi pour éviter que l'agression soit un coup gagnant. Si l'agression est un coup gagnant et qu'elle recommence, c'est là où tu vas mal. Donc, oui, bien sûr, moi je pense qu'il faut montrer ses dents pour les idées, mais pas pour l'ego. L'ego, c'est cette idée, si tu veux, que il faut avoir de l'ego, il faut être un peu sûr de soi, mais ça regarde pas les autres. Pas l'ego avec cette idée de il a pas le droit de penser du mal de moi, mais ça c'est un poison violent. Bien sûr que si, il a le droit de penser du mal de toi. Ça peut choquer dit comme ça, mais vraiment j'y crois. Parce qu'on l'entend pas. On n'entend pas, mais moi j'ai vraiment envie de dire aux gens, les gens ont le droit de penser du mal de vous. Vraiment. Ils ont vraiment le droit, en fait. Et si vous acceptez pas qu'ils ont le droit, vous leur donnez une arme. Vous leur donnez une arme de choix. C'est facile, du coup. Si je dis, jamais t'as le droit de dire que je suis moche. C'est facile, là. Je t'ai donné une super arme. Et c'est ça le discours d'une victime qui va mal. C'est on n'a pas le droit. Alors, justement, quand c'est objectif, si quelqu'un s'est fait agresser, frapper, violer, il me dit, il avait pas le droit de me faire ça. Mais 100%. Et jusqu'au bout. Personne n'a le droit de faire ça. Et si il m'a dit que j'étais moche, il n'a pas le droit, si. Là, il a le droit. Et il faut quand même voir que les plus grandes violences, elles sont commises par des gens qui disent ils n'avaient pas le droit de dire ou de faire ça. Je veux dire, j'ai eu la chance, parce que c'est une chance d'avoir rencontré ces personnes quand même. J'ai eu la chance de parler avec des patients qui étaient par exemple dans le Bataclan le 13 novembre, qui étaient dans l'hypercachère le 11 janvier, le 9 janvier, pardon. Et les terroristes, ils étaient pas silencieux, ils ont beaucoup parlé pendant les... quand tu écoutes ce qui te rapporte du discours des terroristes, c'est des discours de victimes. Nous sommes là parce que vous, les Français, parce que vous, les je ne sais pas quoi, parce que vous, Charlie Hebdo, parce que vous, vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça, et c'est pour ça que nous sommes là et que nous voulons nous venger.
Il y a une espèce de vengeance. Et ils ont été atteints, alors, par des fois des dans Charlie Hebdo, c'était assez flagrant, quoi. Ils ont été blessés par un dessin. Ok. Être blessé par un dessin, ça a été peut-être le cas de beaucoup de gens en France, et ce sentiment est compréhensible. Encore une fois, j'ai de l'empathie pour les gens blessés. Par contre, la limite est franchie quand on dit ils n'ont pas le droit de faire ce dessin, et donc ils doivent être punis, et donc ils doivent être tués, etc. Ça, c'est interdit. Ça me rappelle ce qu'avait dit Johann Sfar une fois. Après Charlie Hebdo, il avait fait la tournée des écoles. Comme il est dessinateur, il était allé parler de la liberté d'expression et des dessins. Il y a un gamin qui lui dit « Et si on n'est pas Charlie, ça va ?» Et Sfar lui répond « Moi, ça me va à condition que tu sois d'accord avec moi qu'on ne tue pas quelqu'un pour un dessin. » Et ça, c'est très joli parce que ça veut dire « Je suis en profond désaccord avec toi. » D'accord ? Le gamin, il pense que le dessin, machin. Sfar, il pense que la liberté... Donc, il lui dit « Je suis en profond désaccord avec toi sur le plan subjectif et je me battrai pas avec toi parce que tu as la liberté. Par contre, on tue pas pour un dessin. » Voilà. Et je pense que ça montre bien la limite des choses. Si les gens disent « il a le droit de le dire », là, on peut les écouter. Il a le droit de le dire. Je vais pas le tuer pour ça. Mais voilà pourquoi je suis blessé. Tiens, là, j'ai envie de tendre l'oreille. Ça allégerait tellement les tensions, ça. Ouais. Ça pourrait alléger les tensions, mais sauf qu'aujourd'hui, on n'est pas là. On est dans « tu n'as pas le droit de le dire ». Et je veux dire, tu vois bien les discussions du moment, je sais pas moi, par exemple sur la vaccination, etc. C'est tout de suite ça. C'est-à-dire que si tu dis que t'es plutôt contre la vaccination, on va te dire t'es un irresponsable, c'est de ta faute si tout le monde est malade, limite. Et si par contre tu dis que tu es favorable à la vaccination, on va te dire t'es un vendu, t'es un mouton, tu suis les ordres. Bon, chacun peut penser qu'il a raison. Moi j'ai un avis, je pense que j'ai raison et que les autres ont tort. Vraiment, je le pense. Mais pour autant, je peux faire la différence et ne pas vouloir, tu vois. Et oui, ça allégerait les tensions. Et finalement, comment je fais pour alléger la tension dès le départ ? Tu penses que je suis un mouton ? Ok. Bah, tu peux le penser. Voilà, je bêle très bien. Tu veux penser que je suis un mouton, tu veux penser. Et ce qui est intéressant, c'est que si tu dis « Mais non, je suis pas un mouton, c'est juste que moi, je suis tout à fait au courant et j'ai bien compris. » L'autre, il va me dire « Haha, tu crois avoir compris, mais en fait, t'as rien compris, moi, j'ai des infos. » Si je lui dis « Tu crois que je suis un mouton ? » Peut-être je suis un mouton. Et là, il va faire quoi ? Ben oui, moi j'ai l'impression que t'es un mouton, parce que quand tu dis ça, c'est quand même ce qu'on t'a raconté. Ah bon, tu crois que c'est pas ce qu'on me l'a raconté ? Non, en fait, ça c'est un truc que j'ai vérifié par moi-même, vérifié par toi-même, comment ça ? Et peut-être, pas avec tous, mais peut-être, on va ouvrir une discussion. Parce qu'on va commencer par ça. Et donc moi, tous les jours, j'ai des patients qui me parlent des vaccins, qui se posent des questions, on discute, et ils ont des fois pas d'accord avec moi. Mais la première chose, c'est, si je dis, vous avez le droit de penser ça de moi. Si un patient il me dit, vous êtes un vendu au labo. En vrai, c'est pas vrai. J'ai jamais vu un labo depuis que je suis installé. Je sais pas qui c'est ces gens-là. J'ai jamais reçu un microcentime ou quoi que ce soit d'un labo. Et si vous pensez que je suis vendu au labo ? Bah oui, je pense, puisque vous défendez le vaccin. Et donc vous pensez que quand on... Ah ok, d'accord, vous pensez ça. Ok, vous pouvez le penser. Pourquoi c'est pas le cas ? Non, c'est pas le cas. Mais si vous voulez le croire, comment ça c'est pas le cas ? Et là, je peux expliquer. Par contre, si je dis, mais arrêtez vos conneries, ça n'est pas vrai, eh ben là, je peux faire... Tout de suite sur la défensive, quoi. Donc, si tu veux, ça peut servir à engager des débats d'idées quand ça devient personnel, si ton ego n'est pas en jeu. Par contre, il y a un truc plus fort que ça à défendre. Bon, oui, je peux pas jeter la pierre, mais c'est contre-productif. Les gens qu'on a essayé de faire taire, ils ont parlé plus fort. Ouais. C'est souvent comme ça. Ce qu'on doit faire taire, il y a des limites à la liberté d'expression, des choses qu'on doit faire taire. Les menaces, par exemple. Si je dis... tu vois, si je critique une idée, c'est une chose. Si par contre je dis tous les gens qui ont ces idées, il faudrait les tuer. Ouais, là, c'est totalement là, t'as pas le droit. Ça s'appelle, d'ailleurs, la loi le dit bien. La loi sur le racisme, elle parle d'incitation à la haine. Ça, j'ai pas le droit d'inciter les gens à la haine. J'ai pas le droit de dire allez le frapper. Mais j'ai le droit de dire je le trouve moche. Ou j'ai le droit de dire moi, je trouve que son idée, elle pue. Ça, oui. Et ça, c'est très important. C'est très, très important. Donc, et oui, ça pourrait servir à beaucoup de monde, je pense. J'espère. C'est paradoxal, mais en tout cas, là, avec tout ce que tu as dit, j'ai beaucoup appris. J'ai écouté un peu religieusement, mais c'était ultra intéressant. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. On a fait un bon petit tour du sujet. Juste une petite parenthèse. Du coup, si j'ai bien compris, toi, la bienveillance, c'est pas forcément ce qu'il faut faire à tous les coups, quoi. Non. Enfin, juste pour terminer sur ça. Non, la bienveillance, on entend souvent parler de ce mot-là. C'est un mot qui est très galvaudé. La bienveillance, on peut pas être bienveillant avec tout le monde. Pour moi, c'est stratégique, en fait, si tu veux. Quand je reste gentil avec celui qui est pas sympa avec moi,
c'est pas parce que je l'aime, hein. C'est parce que c'est une méthode, en fait. C'est parce que c'est une méthode qui permet de désamorcer les choses. Je pense que non, je pense qu'il faut être stratégique plus que bienveillant. Et la bienveillance, des fois, c'est justement, c'est pour ça que je te dis, à la fois, c'est pas l'objet du tout de mon propos, mais à titre personnel, moi, j'y crois qu'un citoyen qui a des idées affirmées, c'est important. Si tu veux. Là, c'est pas la bienveillance qui va l'emporter. Je peux pas dire toutes les idées se valent. Je peux pas dire, à titre personnel, tu vois, je pense pas que toutes les idées se valent, je pense pas que tous les propos se valent, je pense pas. Donc non, je vais pas par bienveillance m'épargner de dire à quelqu'un, avec respect, de dire qu'il se trompe. Ça, non, pas sur le plan des idées, c'est pas vrai. Il faut pas être bienveillant tout le temps avec tout et avec tout le monde. C'est pas vrai. Et même quand je dis faut être gentil avec celui qui est pas sympa, c'est pas par bienveillance. C'est une méthode, c'est une stratégie. J'ai pas un truc religieux, si tu veux, derrière, où je vais dire, il y a un formateur aux États-Unis qui parle un peu de ces trucs-là et qui est dans un truc religieux. Clairement. Il a cru y voir une espèce de confirmation au fait qu'il faut aimer tout le monde, Dieu est amour et il faut aimer tout le monde. Non. On peut pas aimer tout le monde. C'est pas vrai. On peut pas aimer tout le monde. Enfin, moi, je pense pas. Hein. Moi, justement, j'ai une ambition qui est beaucoup plus modeste que ça. Comment on fait pour que les gens nous agressent moins? Comment on fait pour être moins atteints? Comment on fait pour que les victimes le soient plus? Une fois que t'es pas victime. Ouais, une fois que t'as passé ce stade-là, tu peux passer à l'évolution. Là, tu peux savoir avec qui tu vas être simplement respectueux, avec qui tu vas être bienveillant. Ça veut dire qu'il faut être malveillant. Vouloir le mal. Non, je veux pas le mal des gens. Je pense que moi je préfère dire que je suis respectueux parce que ça je le suis, je suis toujours, j'essaie de respecter profondément les gens, bienveillant avec les gens avec qui j'ai à l'être, mais je suis bienveillant avec mes patients, c'est-à-dire je veux leur bien. Mais attention à la fausse bienveillance. C'est une fausse bienveillance que de caresser toujours dans le sens du poil. C'est une fausse bienveillance que de pas dire aux gens des fois un peu des choses vraies. C'est-à-dire que par exemple dire à un enfant t'es beau, t'es parfait, et jamais personne ne devrait t'attaquer. Ça, c'est une fausse bienveillance. C'est un cadeau empoisonné. Je crois profondément, même si la phrase paraît dure comme ça, mais je crois que quand je dis aux enfants, ils ont le droit de penser que t'es moche, je pense profondément que je dis quelque chose de bienveillant. Ou c'est comme quand quelqu'un va très très mal, et qu'on lui dit mais enfin, tu vas voir, la vie est belle, ça va aller. C'est une fausse bienveillance. Je pense que la vraie bienveillance, c'est de lui dire t'as raison, des fois, la vie, c'est dur. La vie, c'est très dur. Et maintenant qu'on sait que la vie, mais tu me rassures pas. Je veux pas te rassurer. On n'est pas au pays des bisounours. Parce que la vraie question, c'est pas, j'aurais envie de vivre et d'aller mieux parce que la vie sera belle. La vraie question, c'est, la vie est pas toujours facile. Et dans ces conditions-là, comment je fais pour aller bien? C'est pas, je veux que la vie soit belle. C'est, la vie, elle est ce qu'elle est. Et dans les conditions réelles de la vie, comment je fais pour aller bien? Et donc, si tu veux, je me méfie de l'usage qu'on fait de la bienveillance. Oui. Mais sur le principe, si on parlait de vraie bienveillance, entre guillemets, c'est-à-dire la bienveillance qui n'épargne pas de dire aux gens des choses importantes, alors oui, soyons bienveillants, mais réellement bienveillants. On peut dire quelque chose à quelqu'un, oui, bien sûr. Et c'est bienveillant de dire ça. Et je pense être profondément bienveillant quand je dis aux gens, les autres ont le droit de penser du mal de vous. Bah oui. Je pense que c'est vraiment un acte. Et par rapport aux enfants, si les parents disent ça à leurs enfants, je crois vraiment que c'est un acte d'amour. C'est vraiment aimer ses enfants que de leur dire, sois au courant de ce que c'est la vie, ne change pas tes opinions que tu as sur toi, je ne change pas tes opinions que ce soit sur toi, mais ne sois pas vulnérable aux opinions des autres. C'est comme ça qu'on obtient des trucs totalement paradoxaux, des gamins qui se sont suicidés, bon sang, ou qui ont fait des tentatives de suicide, parce que quelqu'un qu'ils connaissent à peine leur a écrit « va te suicider, tu sers à rien ». Comment on est arrivé à ce que la parole d'un inconnu ait plus de poids que la parole de ses propres parents, de ses frères et sœurs, de ses amis, des gens qu'il aime? Mais comment c'est possible? Parce qu'il était vulnérable à la parole des autres, parce qu'il a pensé que les autres n'ont pas le droit de dire ça, ou alors c'est qu'ils le disent, ils ont des bonnes raisons. Mais si cet enfant avait appris, intégré depuis qu'il est tout petit, que les autres ont le droit de penser ce qu'ils veulent de moi. Moi, personnellement, si on me disait va te suicider, tu sers à rien, la première chose que je dirais, c'est tu crois que je sers à rien? Qu'est-ce qui t'a donné une idée comme ça? Ou alors je lui dirais, c'est ce que je conseille en général de dire aux enfants à qui on dit ça, mais tu dois être vraiment fâché contre moi pour dire un truc pareil, tu m'en veux. Je t'ai fait un truc, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Si tu réponds ça au lieu de dire va te suicider, mais non, mais arrête, ouais, tu sers à rien, et que tu finis par te suicider, c'est parce que t'es vraiment vulnérable à la parole des autres. Donc attention à ce qu'on dit à nos enfants. Et le paradoxe est là, si je vais conclure là-dessus, c'est que ne pas être vulnérable à la parole des autres, c'est accepter qu'ils puissent la dire.
C'est ça qui est fou. Incroyable, génial. Super conclusion et c'est vraiment fascinant. Merci à toi. Beaucoup merci Philippe. Alors toi, du coup, pour parler de ton livre, c'est En finir avec le harcèlement scolaire, hein, c'est ça? Oui, alors il a un tout petit peu changé. Il est sorti en poche. Il a un tout petit peu changé de titre en passant en poche. Ça, c'est les éditeurs qui font des fois des tout petits changements dans la couverture. Donc maintenant, le titre exact, maintenant, c'est Aider votre enfant à se sortir du harcèlement scolaire. Voilà. Okay. C'est sorti en poche chez Marabout et il existe encore quelques exemplaires en grand format aux éditions Plomb. Et là, ça s'appelle harcèlement scolaire, le guide pratique pour aider nos enfants à s'en sortir. Enfin, peu importe, si vous cherchez mon nom avec harcèlement scolaire, vous tomberez sur le livre. Donc il y a le livre, il y a la chaîne YouTube Comme-si, si on veut avoir des infos là-dessus, et associé à ça, le site internet comsi.fr, sur lequel je vais ouvrir prochainement des formations sur le harcèlement scolaire. Où tu vas enseigner cette méthode, en fait. Voilà, alors je fais déjà des formations avec mon institut Utile. Il y a des formations qui ont lieu à Paris, à Nancy, et même dans d'autres villes. Et puis je peux même créer des nouvelles formations s'il y a des endroits où il y a des gens qui veulent se former. Si on arrive à rassembler un groupe suffisant, je peux faire des formations. Marseille, avec plaisir. Je serais ravi d'aller à Marseille pour faire une formation de 2 jours là-dessus, des formations de 2 jours. Et du coup, je vais aussi lancer des formations en ligne. Alors, c'est vrai qu'en présentiel, c'est souvent un peu plus vivant, mais en ligne, ça peut permettre d'apprendre des choses. Donc, le site est quasi fini, là. Et bientôt, il y aura des formations sur le harcèlement et sur d'autres choses sur ma chaîne YouTube et sur mon site internet et puis dans le livre, quoi. Voilà. Ok, super. Super. Aidez votre enfant à se sortir du harcèlement scolaire. Vous pouvez suivre Philippe Haïm sur son site, sur son YouTube, ou même le contacter. On peut te contacter directement. On peut me contacter via les sites et voilà. Ok, très bien. Dernière petite question, si tu pouvais revenir et parler avec Philippe qui a 7 ans ou 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que tu lui dirais quelque chose de particulier? Oh là là. Attends, Philippe Junior. Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais que la vie est pas mal quand même. Non, je sais pas. Je te prends un peu au dépourvu, mais c'est une petite question que j'aime bien de terminer avec. Ouais, je sais pas si j'aurais beaucoup de choses à lui dire. Je lui dirais soit je lui dirais plein de trucs pour lui dire d'essayer d'être heureux et que c'est important d'être heureux et qu'on a le droit d'être heureux. Soit peut-être je lui dirais pas grand-chose parce que je suis pas complètement mécontent du parcours de ce qui s'est passé jusque-là. Je vais pas me plaindre de ma vie qui est quand même plutôt chouette. Mais c'est une bonne question. Je vais y réfléchir. J'en ferai peut-être un livre. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi junior? Ok, écoute, merci beaucoup Philippe encore une fois, c'était vraiment très instructif, j'ai beaucoup appris, hein, vraiment c'est très intéressant et j'espère que tu arriveras à porter ce message à un grand nombre. J'espère aussi, l'année dernière ça a été un peu dur avec le Covid et on parlait pas beaucoup de l'école ou alors que pour parler des fermetures de classe, donc j'espère que cette année on va en parler un peu plus et que j'aurai l'occasion de pouvoir en parler un petit peu plus ça pourrait tellement aider. Et tu fais pas des interventions dans les écoles? Je peux faire des interventions dans les écoles, mais je crois que les écoles jusque-là étaient déjà assez débordé par la situation sanitaire et c'est normal. Là, on commence à entrer. Et puis l'autre chose, c'est qu'effectivement, au départ, moi, je suis dans le monde de la santé. J'ai pas énormément de contacts de base avec je suis un peu intervenu dans des écoles là cette année. J'ai fait une pré-rentrée. L'année dernière, j'ai fait une intervention. Mais c'est vrai que faut avoir un peu de réseau, faut un peu connaître des gens. Mais moi, je serais ravi parce que je pense que si on apprend ça aux profs, ils pourront apprendre ça aux enfants et on peut imaginer l'effet si tu apprends ça aux enfants avant que le harcèlement arrive. Mais bien sûr. Ça les équipera dès le début de l'année. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Bon, voilà, la bouteille est lancée. Si vous êtes dans l'éducation nationale ou que vous avez des contacts à ce niveau-là, n'hésitez pas à le contacter. En tout cas, partagez ça autour de vous si vous avez trouvé le contenu intéressant, si vous avez trouvé instructif et que ça pourrait aider aussi à résoudre, à désamorcer des conflits et à aider aussi les enfants à sortir du harcèlement scolaire. Et voilà, je terminerai sur ça. Merci encore beaucoup Philippe et à très bientôt. À bientôt. Merci. Super, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Génération 120 ans jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme c'est un tout nouveau podcast, j'ai 2 choses à vous demander. La première, c'est de me laisser une note 5 étoiles avec un commentaire positif sur Apple Podcast ou d'autres plateformes, car ça m'aide beaucoup et surtout ça permettra à d'autres tout comme vous de profiter de ces discussions enrichissantes. Ensuite, si vous avez des commentaires, des retours à me faire,
N'hésitez surtout pas. Ceci me permettra de progresser et vous proposer quelque chose de toujours plus qualitatif. Merci encore pour votre attention précieuse et je vous dis à très vite pour un épisode de Génération 120 ans.